Une femme démunie mendie dans la rue, des bébés jumeaux dans les bras, lorsqu'un jeune milliardaire passe près d'elle. En pleurant, elle lui dit « Tu es leur père et tu ne le sais même pas ». À l'instant où il la voit, il réalise que c'est son ex-femme et reste sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Jack Miller consulta sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. La réunion s'éternisait plus que nécessaire et il détestait cela. Le temps perdu, c'était de l'argent perdu. Ses doigts tambourinaient sur la table en acajou tandis que le directeur financier prolongeait la présentation avec des chiffres que Jack avait déjà mémorisés la nuit précédente. « On peut s'arrêter là », interrompit-il en se levant brusquement. « Revoyez les projections du 3e trimestre et envoyez-les-moi par email. » Ce n'était pas une suggestion. La salle se vida en quelques secondes. Personne ne remettait en question Jack Miller lorsqu'il mettait fin à une réunion. Sa réputation sur le marché immobilier de Manhattan n'était pas celle de quelqu'un qui perdait son temps en politesse superflue. Dans le penthouse de l'immeuble de bureau, son assistante, Claire, l'attendait avec l'emploi du temps révisé. Le conseil d'administration d'Horizon Property a annulé à 15 heures. Je suggère que nous utilisions ce temps pour examiner le contrat de la tour sud. Jack hocha la tête en attrapant son manteau. Je déjeune à l'extérieur. Continuez de reporter Preston jusqu'à lundi. Il peut attendre. L'automne peignait les rues de nuances ambre et rouge, mais Jack remarquait à peine la beauté de la saison. Son esprit calculait le prochain coup, la prochaine acquisition, le prochain contrat. C'était ainsi depuis le divorce, 3 ans auparavant. Le travail était prévisible, contrôlable, sûr. Le trottoir de la 5e avenue était bondé comme d'habitude. Jack marchait d'un pas déterminé, se faufilant automatiquement entre les touristes qui s'arrêtaient pour prendre des photos. C'est alors que quelque chose, ou quelqu'un, heurta sa jambe. « Sophie, attends !» cria une voix féminine. Jack baissa les yeux et vit une petite fille aux cheveux bruns bouclés agrippée à son pantalon. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux, quelque chose qui fit manquer un battement à son cœur. « Je suis désolé, monsieur, dit la femme en s'approchant, essoufflée, portant un autre enfant dans ses bras. Elle m'a échappé. Le temps sembla se figer. Jack sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Emily !» Elle leva les yeux et la reconnaissance transforma son visage fatigué en un masque de choc. « Jack !» Ce n'était pas une question, c'était presque une accusation. 3 années s'évanouirent comme de la fumée. Là se tenait Emily Carter, son ex-femme, plus mince, avec de profondes cernes sous les yeux, mais avec les mêmes yeux verts qui lui avaient autrefois fait croire aux secondes chances. « Je ne m'attendais pas à te voir, dit-il, réalisant instantanément à quel point ces mots sonnaient creux. Emily serra la petite fille contre elle. L'enfant dans ses bras commença à gémir. « Grace a faim, nous devons y aller, murmura-t-elle, essayant de tenir la main de l'autre enfant tout en jonglant avec celle qu'elle portait. Jack regarda, confused. Les filles devaient avoir quoi, 2 ans? Moi? Le calcul commença à se former dans son esprit, une équation troublante. Sont-elles, commença-t-il, incapable de finir sa question. Emily le fixa, et dans ce regard se lisaient des années de douleur refoulées. Tu es leur père, et tu ne le sais même pas. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Jack sentit l'air lui manquer. Le monde autour d'eux continuait de bouger, les gens passaient, les voitures klaxonnaient, mais il était figé dans cet instant, incapable de traiter ce qu'il venait d'entendre. Comment est-ce? Les mots moururent dans sa gorge. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, répondit Emily à voix basse, ajustant le sac usé sur son épaule. Il y avait en elle une dignité brisée que Jack n'avait jamais vue auparavant. Sophie, Grace, répéta-t-il leur prénom, essayant de saisir la réalité. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Une ombre passa sur le visage d'Emily. J'ai essayé. Plusieurs fois. La petite fille sur le trottoir, Sophie, leva les bras vers sa mère, montrant des signes de fatigue. Emily tenta de la prendre aussi, mais avec Grace déjà dans ses bras, l'effort était visible. « Laisse-moi » Jack tendit les bras pour aider. « Ce n'est pas nécessaire » Emily recula. « Nous nous débrouillons très bien. » Un mensonge. Même avec son détachement émotionnel habituel, Jack pouvait voir l'épuisement dans les épaules affaissées d'Emily, dans les vêtements usés des enfants, dans le sac rapiécé, dans les chaussures éraflées. « Emily, tense. On peut parler. J'ai besoin de comprendre. » Pas maintenant, Jack. Les filles ont faim. Elles n'ont pas mangé depuis hier soir. L'information le frappa à nouveau. Ces filles avaient faim. Laisse-moi aider.
Au moins avec ça. Il y a un restaurant tout près. Émilie secoua la tête. Je ne veux pas de ta charité. Ce n'est pas de la charité. C'est de la responsabilité. Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Une étincelle dangereuse vacilla dans ses yeux. La responsabilité? Maintenant? 3 ans plus tard? Sophie se mit à pleurer, alarmée par le ton de sa mère. Grace rejoignit sa sœur, transformant la rencontre tendue en une situation encore plus compliquée. Jacques remarqua que les gens regardaient. Émilie essayait de calmer les enfants, mais elle était visiblement à bout de nerfs. « S'il te plaît, dit-il doucement. Juste un repas pour elle. » Un instant, il sembla qu'Émilie allait céder. Son regard fatigué glissa sur ses filles affamées. Mais ensuite, elle redressa les épaules. « Merci, mais non. Tu as fait ton choix il y a longtemps, Jacques. » Elle se tourna et commença à s'éloigner, titubant légèrement sous le poids des 2 enfants. Jacques resta là, regardant son ex-femme et ses filles, des filles dont il ignorait l'existence, disparaître dans la foule new-yorkaise. L'homme qui contrôlait des entreprises de plusieurs millions de dollars, qui dirigeait des réunions avec la froideur d'un général, était paralysé. Son téléphone vibra dans sa poche. Probablement Claire, avec une urgence d'entreprise qui lui parut soudain totalement insignifiante. Jacques ne répondit pas. Pour la première fois depuis des années, les chiffres, les contrats, les affaires n'avaient plus d'importance. Sophie et Grace, répéta-t-il doucement, sentant le poids de ses noms. D'un pas déterminé, il suivit la direction qu'Émilie avait prise. Il ne savait pas ce qu'il dirait ou ferait, mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement retourner à son bureau et prétendre que cette rencontre n'avait pas eu lieu. Ses filles faisaient partie de lui, et il ne l'avait même pas su. Jacques ne parvint pas à dormir. La nuit s'étira comme un film au ralenti, chaque minute s'écoulant péniblement tandis qu'il fixait le plafond de son appartement pentouse. Le whisky qui l'aidait habituellement à se détendre après une journée de négociation resta intact. Sophie et Grace. Ses filles. La réalité n'avait pas encore complètement fait son chemin. Comment le pourrait-elle? Une minute, il était un homme divorcé entièrement dévoué à son travail, et la suivante, il découvrait qu'il était le père de 2 petites filles. Il fixa l'écran de son téléphone pour la 1000e fois. L'adresse qu'il avait réussi à obtenir d'Émilie sur le trottoir avant qu'elle ne disparaisse dans la foule était gravée dans sa mémoire. Une adresse dans le Queens, loin de l'opulence de son monde à Manhattan. Il se leva avant l'aube, ignora les dizaines de mails non lus, le téléphone qui sonnait avec le nom de Claire clignotant à l'écran. Rien de tout cela n'importait maintenant. Le café qu'il buvait habituellement dans une élégante tasse en porcelaine fut remplacé par un gobelet en carton d'un café quelconque. Jacques le goûta à peine. Son esprit était fixé sur une seule destination. Le vieil immeuble contrastait avec tout ce qu'il connaissait. Peinture écaillée, escalier de secours rouillé, une porte d'entrée qui ne fermait pas correctement. Au moins 3 violations du code du bâtiment qu'il pouvait identifier immédiatement. Il hésita avant de sonner à la porte de l'appartement 3B. Il n'était même pas 8 heures du matin. Peut-être était-ce trop tôt. Mais avant qu'il ne puisse se décider, la porte s'ouvrit. Émilie apparut, portant les mêmes vêtements que la veille et comme si elle n'avait pas dormi non plus. « Tu es venu ?» dit-elle, sans surprise dans la voix, comme si elle savait déjà qu'il se montrerait. « Puis-je entrer ?» Émilie jeta un coup d'œil par-dessus son épaule dans le petit appartement, puis le regarda à nouveau. Les filles dorment encore. Jacques hocha la tête. « Je veux juste parler. Je promets de ne pas les réveiller. » Un moment d'hésitation, puis Émilie s'écarta. L'intérieur était encore plus petit que ce que Jacques avait imaginé. Une seule pièce qui servait à la fois de salon et de cuisine, et une seule porte qu'il supposa mener à une chambre. Tout était méticuleusement organisé, contrastant fortement avec le délabrement de l'immeuble. Il n'y avait pas de canapé, juste une petite table avec 2 chaises en plastique. Émilie en désigna une tandis qu'elle s'asseyait sur l'autre. « Tu n'aurais pas dû venir, dit-elle à voix basse. Comment aurais-je pu ne pas venir? Ça a fonctionné pendant 3 ans. » L'accusation tacite flottait entre eux. Jacques étudia le visage d'Émilie, remarquant les rides de fatigue qui n'étaient pas là quand ils s'étaient séparés. « Je ne savais pas, Émilie. Tu dois me croire. » Elle étudia son visage un long moment, comme si elle cherchait des signes de tromperie. « Une partie de moi a toujours su que tu n'avais pas reçu mes messages, admit-elle enfin. Mais une autre partie avait besoin de croire que tu avais choisi de nous ignorer. » Pourquoi? Parce que la colère était plus facile à gérer que la déception. Jacques absorba ces mots. Il n'avait jamais été doué pour les conversations émotionnelles,
Pour la vulnérabilité. C'était l'une des raisons qui avait mené à leur divorce. Que s'est-il passé après notre séparation ? Demanda-t-il, gardant sa voix stable. Émilie soupira, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. J'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines après la signature des papiers du divorce. J'ai essayé de te contacter. J'ai appelé ton bureau, envoyé des emails, je suis même venu en personne. Claire. Le nom plana entre eux comme une accusation. Elle disait toujours que tu étais occupé, indisponible. Puis que tu avais explicitement demandé à ne pas être dérangé par des questions liées au divorce. Jacques ferma les yeux, sentant une vague de colère monter. Son assistante de confiance. La femme qui organisait chaque aspect de sa vie professionnelle. Combien d'autres choses lui avait-elle cachées ? Je vais m'occuper d'elle, promit-il. Un léger gémissement provint de la chambre adjacente. Émilie se leva immédiatement, mais avant qu'elle n'atteigne la porte, le gémissement se transforma en 2 pleurs, plus forts, plus urgents. Elle se réveille toujours comme ça, lui expliqua-t-elle avec une pointe de sourire. L'une commence, l'autre suit. Jacques se tenait là, incertain de quoi faire. Puis-je aider avec quelque chose ? Émilie hésita, puis hocha la tête. Pourrais-tu faire chauffer du lait ? C'est dans le frigo. Pendant qu'Émilie disparaissait dans la chambre, Jacques examina la minuscule cuisine. Le réfrigérateur presque vide ne contenait que le strict nécessaire, un peu de lait, quelques légumes, les restes d'un repas. Le placard était également clairsemé, une boîte de céréales, quelques conserves. Il fit chauffer le lait du mieux qu'il put, trouvant 2 tasses. Quand Émilie revint, elle portait les 2 filles, une dans chaque bras. Elles pleuraient toutes les 2, leurs petits visages rouges et mouillés de larmes. Elles ont de la fièvre, expliqua Émilie en les posant sur le lit simple que Jacques pouvait maintenant voir par la porte ouverte. Ça arrive parfois, quand les choses ne vont pas bien. Jacques s'approcha avec les tasses de lait, voyant enfin clairement les filles à la lumière du jour. Sophie, celle qui l'avait heurtée la veille, avait un bleu sur le bras. Grace semblait encore plus petite, ses cheveux plus clairs collés à son front par la sueur. « Depuis combien de temps êtes-vous comme ça ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton neutre. Émilie prit une des tasses, testant la température avant de l'offrir à Grace. « Comme quoi ?» Dans ces conditions. Elle haussa les épaules, un geste destiné à minimiser la gravité de la situation. « On a beaucoup déménagé. Cet endroit est temporaire. Le propriétaire a augmenté le loyer du dernier. » Sophie se mit à pleurer plus fort. Émilie semblait déchirée entre calmer les 2 enfants à la fois. « Tiens, » proposa Jacques, prenant une décision soudaine. « Laisse-moi essayer avec elle. » Il s'attendait à une résistance, mais Émilie hocha simplement la tête, épuisée. Jacques prit Sophie dans ses bras, sentant la chaleur de la fièvre à travers son pyjama fin. La fillette le regarda avec méfiance mais accepta la tasse qu'il lui offrait. Pendant quelques minutes, le petit appartement tomba dans le silence, à l'exception du bruit des filles buvant. Jacques observa la pièce unique qu'il partageait à 3, un matelas par terre, une petite valise ouverte avec des vêtements, quelques jouets usés. « Vous ne méritez pas ça, dit-il finalement, gardant la voix basse pour ne pas effrayer les enfants. Et elle le mérite encore moins. » Émilie ne répondit pas, continuant simplement à bercer Grace. « S'il te plaît, continua Jacques. Accepte mon aide. Pour les enfants. » Il vit le conflit dans ses yeux, la fierté luttant contre le besoin pratique de s'occuper des petites. « Je ne veux pas de ta pitié, Jacques. Ce n'est pas de la pitié. C'est de la responsabilité. Je veux faire ce qui est juste. » Sophie, dans ses bras, commença à se calmer, ses yeux lourds de sommeil après le lait. Grace s'était déjà endormie dans les bras d'Émilie. « On ne peut pas continuer comme ça, » admit enfin Émilie, la voix brisée. « J'ai perdu mon travail la semaine dernière. Le loyer est dû dans 3 jours. J'allais devoir appeler mes parents. » La confession sembla lui coûter toute sa fierté. Jacques savait ce que cela signifiait. Les parents d'Émilie étaient des gens difficiles, contrôlants. C'était l'une des choses qui les avait rapprochés au début, tous 2 fuyant des familles compliquées. « J'ai un appartement, dit Jacques. Sur Park Avenue. 3 chambres, immeuble sécurisé. Vous pouvez y rester le temps qu'on trouve une solution. » Émilie secoua la tête. « Je ne peux pas simplement emménager dans un de tes appartements. Ce n'est pas le mien. Il est habituellement loué à des clients étrangers, mais il est vide en ce moment. Personne ne vous dérangera. Et c'est temporaire, jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure solution. » Sophie remua dans ses bras, murmurant quelque chose dans son sommeil.
Jacques sentit une vague de protection qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Les filles ont besoin de stabilité, Émilie. Un endroit sûr, de la nourriture correcte, un médecin pour vérifier cette fièvre. Émilie jeta un coup d'œil à ses filles, puis à l'appartement misérable autour d'elle. Jacques pouvait voir sa lutte intérieure, la fierté qui la protégeait contre le besoin pratique de s'occuper des enfants. C'est juste un endroit où rester, insista-t-il doucement. Sans condition. Quand tu voudras partir, tu pourras. Je le promets. Le silence s'étira. Jacques attendit, patient comme il ne l'avait jamais été en affaires. Finalement, Émilie hocha la tête, si légèrement qu'il faillit le manquer. Juste le temps qu'on trouve autre chose. Et je paierai un loyer. Ce n'est pas nécessaire. Je paierai un loyer, répéta-t-elle fermement. Je ne suis pas ton œuvre de charité. Jacques reconnut la détermination dans ses yeux. C'était la même Émilie qu'il avait connue des années auparavant, têtue, fière, indépendante. La même femme qu'il avait défiée quand tout le monde se contentait d'acquiescer. Comme tu voudras, accepta-t-il, sachant que c'était une bataille pour un autre moment. En moins d'une heure, les quelques possessions d'Émilie et des enfants étaient emballées dans 2 valises cabossées. Jacques appela une voiture, ignorant le regard las du chauffeur lorsqu'il vit à la fois le point de départ et la destination. L'appartement de Park Avenue était exactement comme Jacques l'avait décrit, spacieux, élégant, impersonnel. Le genre d'endroit qu'il gardait pour les clients importants ou les occasions où il devait travailler tard et ne voulait pas rentrer chez lui. Émilie s'arrêta à l'entrée, tenant Grace tandis que Sophie se cachait derrière ses jambes, les yeux écarquillés. C'est grand fut tout ce qu'elle dit. Jacques les observa toutes les trois, si visiblement déplacées dans cet environnement luxueux. Il sentit un pincement au cœur, réalisant comment il avait avancé dans sa vie, accumulant richesse et statut, tandis qu'Émilie luttait pour nourrir leur fille. Les chambres sont par ici, dit-il en portant les valises. Il y a de la nourriture dans le frigo, mais je peux commander plus de courses. Émilie suivit, tenant toujours les enfants. Elles n'ont jamais été dans un endroit comme ça. Elles s'y habitueront, tenta de la rassurer Jacques. Les enfants s'adaptent vite. La chambre principale était grande, avec un lit king size et une salle de bain attenante. Jacques lui montra la deuxième chambre, plus petite mais confortable, avec un lit simple. Peut-être que les filles peuvent rester ici et tu prends la chambre principale, suggéra-t-il. Émilie secoua la tête. Elles dorment avec moi. On a toujours dormi ensemble. Jacques hocha la tête, réalisant à quel point il connaissait peu ses propres filles, leurs habitudes, leurs goûts, leurs peurs. Je vais vous laisser vous installer, dit-il en reculant vers la porte. Tu as mon numéro si tu as besoin de quoi que ce soit. Jacques appela Émilie alors qu'il était presque sorti. Pourquoi fais-tu ça? Il s'arrêta, considérant la question. La réponse d'entreprise serait la responsabilité. La réponse légale serait l'obligation. Mais aucune de ces réponses ne semblait juste à ce moment-là. Parce que c'est la bonne chose à faire, répondit-il simplement. Émilie hocha la tête, sans sourire, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une petite concession, peut-être une minuscule reconnaissance. Nous serons bien ici, dit-elle. Pour les filles. Pas pour nous. Ihr comprends. Jacques quitta l'appartement, se sentant étrangement déplacé, comme s'il avait pénétré dans un univers parallèle où rien ne suivait les règles qu'il connaissait. Normalement, il serait à son bureau maintenant, concluant des affaires, signant des contrats, bâtissant son empire. Au lieu de cela, il laissait derrière lui son ex-femme et 2 filles qu'il ne connaissait pas dans un appartement qui n'était pas vraiment le sien. Le sentiment était désorientant. Sur le chemin du retour au bureau, il ignora plusieurs appels de Claire. Il avait quelque chose de plus important à gérer d'abord, trouver un médecin pour les filles, assurer des courses appropriées pour l'appartement, annuler toutes les futures réservations pour l'appartement. Ce soir-là, après une journée où il n'avait pu se concentrer sur aucune réunion, Jacques retourna à l'appartement. Il frappa doucement, incertain d'être le bienvenu. Émilie ouvrit la porte, l'air légèrement moins épuisé. « Elles vont mieux » dit-elle avant qu'il ne demande. « La fiebre a baissé. » Jacques hocha la tête, soulagé. « Puis-je les voir ?» Elle hésita, puis s'écarta. Jacques entra, remarquant de petits changements, des jouets éparpillés sur le sol, une couverture sur le canapé, des signes de vie dans un endroit qui avait toujours été stérile. Les filles étaient dans la chambre, assises sur le grand lit, regardant un dessin animé à la télévision. Quand il entra, elles levèrent toutes les 2 les yeux, curieuses. « Vous vous souvenez de lui » demanda doucement Émilie. « C'est Jacques. C'est un ami de maman. » Jacques sentit un pincement au cœur. « Pas leur père. »
Juste Jacques, l'ami de maman. Mais il comprenait la prudence d'Émilie. Il ne pouvait pas simplement débarquer dans la vie des filles et revendiquer un titre qu'il n'avait jamais mérité. « Salut », dit-il, se sentant étrangement timide. Sophie, la plus hardie des deux, lui fit un signe de la main. Grace se contenta de l'observer avec des yeux identiques aux siens. « Je vous ai apporté quelque chose », se souvint Jacques en sortant 2 petites peluches qu'il avait achetées en chemin, un lapin et un ours. Il les offrit timidement, comme quelqu'un essayant de gagner la confiance d'animaux sauvages. Sophie tendit la main la première, prenant le lapin. Grace regarda sa mère, qui lui fit un léger signe de tête avant d'accepter l'ours. « Qu'est-ce qu'on dit ?» leur rappela Émilie. « Merci » murmurèrent-elles toutes les deux à l'unisson, leurs voix si identiques que Jacques pouvait à peine les distinguer. « De rien » répondit-il, se sentant étrangement ému par ce simple échange. Il ne resta que quelques minutes. Il ne voulait pas s'imposer, pas alors que tout était encore si fragile. En partant, Émilie l'accompagna jusqu'à la porte. « Merci » dit-elle à voix basse pour que les filles n'entendent pas. « Pour aujourd'hui. Pour l'appartement. Mais comprends une chose, Jacques. Je suis ici pour les filles. Pas pour toi. Pas pour nous. Je sais. Bien. Tant que c'est clair. » Jacques hocha la tête, respectant les limites qu'elle fixait. Elles étaient justes, après tout. Demain, j'apporterai des médicaments et plus de courses. Émilie n'objecta pas, ce qu'il prit comme un petit pas en avant. Plus tard cette nuit-là, dans son propre appartement, seul avec un verre de whisky qu'il ne parvenait toujours pas à boire, Jacques reçut un SMS. Elles se sont endormies en serrant les peluches. Merci. C'était simple, presque impersonnel. Mais cela signifiait quelque chose. Un petit canal de communication s'était ouvert. Une reconnaissance silencieuse. Depuis la chambre adjacente, au bout du couloir, Jacques pouvait presque imaginer entendre le son de rire d'enfants, un écho de ce qui se passait à des kilomètres de là, où ses filles dormaient, en sécurité. Pour la première fois depuis des années, il sentit que quelque chose de bon pourrait renaître. Il ne savait pas quoi. Il n'était pas assez naïf pour croire que les choses reviendraient comme avant entre lui et Émilie. Mais quelque chose commençait. Quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait encore pleinement, mais qui devait arriver. Pour Sophie et Grace. Et peut-être, d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore imaginer, pour eux aussi. Jacques se réveilla à 5 heures du matin, alerté par son réveil. Normalement, à cette heure, il serait en train de réviser des contrats ou des feuilles de calcul financières, mais aujourd'hui, il avait un plan différent. Il passa quelques minutes assis au bord du lit, une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de l'anxiété comme avant une grande négociation. C'était autre chose, de plus primitif. De l'insécurité, peut-être? La pensée le fit presque rire. Jacques Miller, peu sûr de lui, l'homme qui concluait des affaires de plusieurs millions de dollars sans scier s'inquiétait maintenant pour un petit déjeuner. Mais ce n'était pas un petit déjeuner ordinaire. C'était le premier qu'il préparerait jamais pour ses filles. La cuisine de son appartement était rarement utilisée. Jacques mangeait habituellement à l'extérieur ou commandait. Maintenant, debout devant le réfrigérateur ouvert, il réalisa à quel point il savait peu de choses sur ce que les jeunes enfants mangeaient au petit déjeuner. Après une recherche rapide en ligne, il fit une liste et commanda une livraison, fruits, pain, céréales, lait, jus, œufs. Quand les sacs arrivèrent, Jacques disposa méticuleusement chaque article sur le comptoir, comme s'il préparait une présentation importante. Il coupa les fruits en petits morceaux, prépara de la pâte à crêpes, fit bouillir des œufs. Il travailla avec la même concentration qu'il consacrait aux affaires, vérifiant chaque détail 2 fois. À cette heure, Jacques se garait devant l'immeuble de l'appartement, transportant plusieurs sacs et un récipient isotherme. Il redressa sa cravate par habitude dans l'ascenseur, puis réalisa qu'il était bien trop formel pour un petit déjeuner décontracté. Trop tard pour changer. Émilie répondit après le 2e coup de sonnette. Elle était déjà habillée, mais son visage montrait des signes d'une nuit blanche. « Tu es ponctuel », remarqua-t-elle en s'écartant pour le laisser entrer. « J'ai apporté le petit déjeuner », annonça Jacques, essayant de paraître désinvolte, comme si préparer des repas pour enfants était quelque chose qu'il faisait tous les jours. Émilie haussa un sourcil mais ne dit rien. Jacques remarqua les filles à la table du salon, encore en pyjama, jouant avec les peluches qu'il avait apportées. « Salut », dit Jacques, se sentant soudain maladroit. Sophie, la plus extravertie, agita la main avec enthousiasme. Grace l'observa simplement avec des yeux identiques aux siens. « J'ai apporté des crêpes », continua Jacques, brandissant les sacs comme preuve. « Et des fruits, et bien, un peu de tout, pour être honnête.
Elle ne mange généralement pas beaucoup le matin, commenta Émilie, mais il y avait une légère douceur dans sa voix. Jacques hocha la tête, se dirigeant vers la petite cuisine. Avec des mouvements mécaniques, il commença à sortir les récipients des sacs et à les disposer sur le comptoir. Émilie l'observait avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. « Dois-je réchauffer les crêpes » demanda-t-il en désignant le micro-ondes. Émilie hocha la tête. « Je vais mettre la table. » Jacques remarqua qu'elle n'avait pas dit « nous avons déjà mangé » ou « ce n'est pas nécessaire ». Un petit pas en avant. Pendant qu'Émilie aidait les filles à se laver les mains, Jacques versait du jus d'orange dans des gobelets colorés qu'il avait achetés spécialement pour l'occasion. Ses mains, habituellement si stables en signant des contrats millionnaires, tremblaient légèrement en tenant les gobelets pour enfants. Attention avec le... L'avertissement d'Émilie arriva trop tard. Jacques, perdu dans ses pensées, heurta le gobelet. Du jus d'orange éclaboussa le comptoir et coula sur le sol. « Désolé, murmura-t-il, sentant son visage chauffé d'embarras. Sophie, qui regardait depuis l'embrasure de la porte, gloussa. « Ce n'est pas grave, dit Émilie en attrapant une serviette. Ça arrive. » Jacques prit la serviette, épongeant le désordre, essayant de garder son sang-froid. C'était ridicule de se sentir si déplacé. Il dirigeait des réunions avec les cadres les plus puissants de New York, pour l'amour du ciel. Mais ici, il ne négociait pas des projets immobiliers. Il essayait de construire quelque chose de bien plus fragile, un lien avec ses filles. Les filles s'assirent à table, leurs yeux curieux fixés sur les crêpes et les fruits. Jacques servit un peu de tout pour chacune, incertain de la quantité appropriée. Émilie n'intervint pas, elle observait simplement attentivement. « Vous aimez les crêpes » demanda Jacques, brisant le silence. « Avec du miel » répondit Sophie promptement. « Nous n'avons pas de miel » expliqua Émilie. « J'en ai apporté » dit Jacques en sortant un petit pot du sac. « Et du sirop d'érable aussi. Je n'étais pas sûr de ce que vous préfériez. » Quelque chose vacilla dans les yeux d'Émilie. De la surprise, peut-être. Jacques ouvrit le pot de miel, mais en essayant de le servir, le couvercle lui glissa des mains, atterrissant avec un bruit sourd sur la table. Désolé, balbutia-t-il, se sentant de plus en plus inadéquat. Sophie gloussa à nouveau, amusée par sa maladresse. Cette fois, même Grace esquissa un léger sourire. Jacques ne fait pas souvent le petit déjeuner, dit Émilie aux filles d'un ton mi-conspirateur. Et la prennent. Il n'y avait aucune méchanceté dans sa voix, seulement une constatation. Jacques ressentit une vague de gratitude qu'elle ne l'ait pas exposée comme totalement inepte devant les enfants. Finalement assis, Jacques regarda les filles manger. Sophie dévorait les crêpes avec enthousiasme, tandis que Grace mangeait plus lentement, méthodiquement, coupant chaque morceau avec un soin surprenant pour quelqu'un de si jeune. « Tu ne manges pas » demanda Émilie. Jacques réalisa qu'il s'était contenté de regarder. Son propre assiette était intacte. « Oh ça, bien sûr !» Il mangea machinalement, plus concentré sur les filles que sur le goût de la nourriture. C'était fascinant de les observer, les petits gestes, les expressions, les préférences. Sophie écarta les fruits, visiblement plus intéressée par les crêpes. Grace, en revanche, mangeait méthodiquement de tout sans montrer de favoris clairs. Jacques versa du lait pour les filles, remplissant leurs gobelets. « Elles aiment leur lait plus chaud, » dit Émilie, remarquant la grimace de Sophie à la première gorgée. « Oh !» Jacques se figea, tenant le pichet. « Je ne savais pas. »« Tu ne pouvais pas savoir, » répondit Émilie sans accusation dans la voix. Jacques hocha la tête, sentant le poids de ses mots. Il y avait tant de choses qu'il ne savait pas sur ses filles. Tant de petits détails, de préférences, d'habitudes. « Je m'en souviendrai la prochaine fois, promit-il. La raza resta en suspense. La prochaine fois. Une reconnaissance tacite qu'il y aurait d'autres matins comme celui-ci, d'autres petits déjeuners, d'autres chances. Émilie ne répondit pas, mais Jacques remarqua qu'elle ne niait pas la possibilité. Le reste du petit déjeuner se déroula avec une conversation clairsemée. Jacques essaya de demander aux filles à quoi elles aimaient jouer, mais ces questions semblaient trop formelles, comme s'il interrogeait un enfant pour l'école. « Les chevaux, » répondit Sophie quand il lui demanda son animal préféré. « Elle adore les chevaux, » expliqua Émilie. « Surtout les blancs. »« Les licornes, » corrigea Sophie avec le sérieux que seul un enfant peut avoir. Jacques sourit, vraiment sourit pour la première fois depuis plusieurs jours. « Et toi, Grace » demanda-t-il en se tournant vers sa fille plus calme. Grace regarda sa mère comme pour chercher la permission de répondre. « Elle aime les chats » répondit Émilie pour elle. « Et dessiner. » Jacques absorba cette information comme des données précieuses pour un nouveau projet.
D'une certaine manière, c'était exactement ça, apprendre à connaître ses filles, morceau par morceau. Quand ils eurent fini de manger, Jacques commença à débarrasser la vaisselle. C'était un geste domestique simple, quelque chose qu'il faisait rarement dans son monde. Il y avait toujours quelqu'un d'autre pour nettoyer après lui. « Tu as des projets pour aujourd'hui » demanda-t-il, essayant de paraître désinvolte. Emily hésita. « Je dois chercher un travail. Je pensais laisser les filles à une voisine de l'immeuble, mais je ne suis pas sûr. »« Je peux rester avec elles, » proposa Jacques, les mots sortant avant qu'il n'ait pu réfléchir. Émilie le fixa, surprise. « Tu as du travail, lui rappela-t-elle. Je peux réorganiser mon emploi du temps. » Il y eut un moment de silence pendant qu'Émilie considérait l'offre. Jacques sentit qu'elle pesait le pour et le contre, la nécessité de trouver un emploi contre l'incertitude de laisser les filles avec un père qu'elle connaissait à peine. Peut-être pas toute la journée, dit-elle finalement. Mais quelques heures. Jacques hocha la tête, ressentant un étrange mélange d'excitation et de peur. Quelques heures seul avec les filles. Que ferait-il? De quoi parlerait-il? Mais en regardant Sophie lui sourire et Grace l'observer avec une curiosité prudente, Jacques réalisa que peu importait à quel point il pourrait être maladroit ou combien de verres il pourrait renverser. L'important était d'être là. De commencer à construire le pont entre son monde et le leur. Et peut-être, avec le temps et la patience, reconstruire quelque chose avec Émilie aussi. Pas ce qu'ils avaient eu avant, c'était du passé. Mais quelque chose de nouveau, basé non seulement sur qui ils étaient, mais sur qui ils pourraient devenir maintenant, des parents. Une famille, d'une certaine manière. Le premier petit déjeuner. Le premier pont. Après 3 jours d'entretiens infructueux, Émilie retourna à l'appartement, épuisée. Le marché du travail avait peu de place pour une mère qui avait passé 3 ans à s'occuper uniquement de ses filles. Son CV autrefois solide présentait maintenant un vide que personne ne semblait disposé à ignorer. Jacques était dans le salon avec les filles. Sophie était étendue sur le sol, entièrement concentrée à couvrir une feuille entière de gris bouilli coloré. Grace jouait tranquillement avec des blocs de construction qu'il avait apportés la veille. « Comment ça s'est passé » demanda-t-il, remarquant les cernes sous les yeux d'Émilie. Elle secoua la tête, laissant tomber son sac sur le canapé. « Rien pour l'instant. » Jacques regarda Sophie abandonner immédiatement son dessin pour courir serrer les jambes d'Émilie. Grace, plus réservée, leva simplement les yeux et sourit timidement. « J'ai une idée, dit-il alors qu'Émilie s'asseyait avec Sophie maintenant sur ses genoux. Tu ne peux pas passer toute la journée à chercher du travail et à t'occuper des filles en même temps. C'est trop épuisant. » Émilie leva le menton dans cette posture défensive que Jacques connaissait bien. « On s'en sort. »« Je sais. Mais ça pourrait être plus facile. » Jacques choisit ses mots avec soin. « Que penses-tu d'engager une nounou? Quelqu'un pour aider pendant que tu cherches un emploi? » La suggestion reste en suspense. Jacques sentit qu'il marchait sur des œufs. Pour Émilie, accepter une nounou, c'était admettre qu'elle avait besoin d'aide au-delà des bases qu'elle avait déjà acceptées, le toit sur leur tête. « Je n'ai pas besoin. »« Ce n'est pas pour toi, » interrompit doucement Jacques. « C'est pour elle. Et aussi pour moi. » Émilie fronça les sourcils, confuse. « Je ne peux pas être ici tous les jours, » expliqua Jacques. « J'ai l'entreprise, des réunions, des engagements que je ne peux pas reporter indéfiniment. Mais je ne veux pas non plus. Je ne veux pas perdre plus de temps loin d'elle. » Quelque chose dans le regard d'Émilie s'adoucit. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, Jacques vit une lueur de compréhension. « J'accepterai seulement si je peux interviewer la candidate, » répondit-elle enfin. « Je dois avoir confiance en la personne qui restera avec elle. » Jacques hocha la tête, soulagé. « Bien sûr. Ton choix. Je peux obtenir des recommandations de l'agence que j'utilise pour le personnel d'entreprise. Elles sont vérifiées, avec des références. » Émilie acquiesça d'un bref signe de tête. Ce n'était pas de l'enthousiasme, mais c'était une acceptation. Pour Jacques, c'était suffisant. Dans les jours suivants, pendant qu'Émilie interviewait des nounous potentiels et continuait sa recherche d'emploi, Jacques réorganisa son emploi du temps. Les réunions importantes furent reportées, les vidéoconférences remplacèrent les sessions en personne. Pour la première fois depuis des années, sa priorité n'était pas le travail. 3 fois par semaine, de 9h à 14h, Jacques s'occupait des filles. Au début, ce fut un désastre. Il n'avait aucune idée de l'ordre dans lequel faire les choses. Goûter d'abord, puis quel type de nourriture servir? Combien de télévision était acceptable? Elles aiment les histoires, suggéra Émilie avant de partir pour un entretien.
Il y a quelques livres dans leur sac à dos. Des livres pour enfants. Jacques n'en avait pas lu un depuis sa propre enfance. Il s'assit maladroitement sur le canapé, une fille de chaque côté, et ouvrit le premier livre qu'il trouva, une histoire sur un lapin perdu dans la forêt. Il commença à lire mécaniquement, comme s'il lisait un rapport financier. Mais les filles semblaient s'ennuyer. En désespoir de cause, il commença à improviser, changeant sa voix pour chaque personnage, faisant des grimaces exagérées. Sophie Ritt. Même Grace, toujours observatrice, réussit un petit sourire. Les goûters furent un autre défi. Jacques n'avait aucune idée de ce qui était approprié. Le premier jour, il offrit du chocolat, ce qu'Émilie désapprouva promptement à son retour. Le deuxième jour, des fruits et des sandwichs, qui passèrent beaucoup mieux. Couplets en triangle, conseilla Émilie en voyant sa difficulté. Elles aiment ça comme ça. Petits conseils, petite routine. Jacques les absorbait comme des informations précieuses, plus précieuses que n'importe quelle analyse de marché. Il apprit que Sophie était allergique aux fraises, que Grace avait besoin de sa couverture préférée pour faire la sieste, qu'elles aimaient toutes les deux la musique, mais seulement certaines chansons. Chaque petit détail était une victoire. Chaque sourire, une réussite plus grande que n'importe quel contrat millionnaire qu'il ait jamais conclu. La troisième semaine, quelque chose changea. Jacques arriva à l'appartement, au lieu du timide signe de main habituel, Sophie courut vers lui et l'étreignit spontanément. Elle se précipita et s'accrocha à ses jambes, tout comme elle s'accrochait si souvent à Émilie. « Tu as apporté une histoire aujourd'hui » La demande le prit par surprise. Avait-il vraiment créé une attente, une habitude qu'elles anticipaient ? Oui, répondit-il en montrant le nouveau livre qu'il avait acheté en chemin. Et quelque chose pour dessiner aussi. Grace, toujours plus prudente, s'approcha lentement. Elle ne l'étreignit pas, mais se tint à ses côtés, regardant curieusement le sac qu'il portait. Jacques sentit quelque chose d'inhabituel dans sa poitrine, un sentiment qu'il ne pouvait nommer. Ce n'était pas l'adrénaline des affaires ni la satisfaction du succès professionnel. C'était plus profond, plus essentiel. Comme si un espace vide en lui commençait enfin à se remplir. Ce soir-là, quand Émilie rentra, à nouveau bredouille de sa recherche d'emploi, Jacques était assis par terre dans le salon, les deux filles endormies à côté de lui. Elles avaient passé l'après-midi à dessiner, et des papiers colorés jonchaient le sol autour d'eux. « Elles se sont endormies ici ?» demanda Émilie, surprise. Jacques hocha la tête, un sourire involontaire aux lèvres. On inventait une histoire sur des chevaux magiques et des chats qui parlent. Je crois que c'est devenu trop ennuyeux parce qu'elles se sont toutes les deux écroulées. Émilie observa la scène, ses filles dormant confortablement à côté de l'homme qui, quelques semaines auparavant, était pratiquement un étranger. Jacques remarqua son expression, un mélange de surprise et d'autres choses qu'il ne pouvait déchiffrer. « Besoin d'aide pour les mettre au lit ?» proposa-t-il. Émilie secoua la tête. « Non, tu en as assez fait aujourd'hui. » Elle se pencha pour prendre Sophie, mais avant qu'elle ne puisse soulever l'enfant, la petite fille murmura dans son sommeil, « Papa, histoire cheval. » Le monde sembla se figer un instant. Jacques sentit l'air lui manquer. Émilie resta immobile, les yeux fixés sur sa fille endormie. « Elle rêve, dit-elle finalement, la voix contrôlée, mais il n'y avait pas de colère, seulement une constatation. Jacques hocha la tête, incapable de parler. L'émotion qu'il avait ressentie plus tôt revint en force, comme une vague puissante menaçant de le submerger. « Papa !» Un mot. Une petite victoire. Émilie porta les filles dans la chambre pendant que Jacques ramassait les dessins éparpillés. Il en trouva un de Grace, des lignes soignées formant 3 personnages en bâton. Le plus grand semblait porter une cravate. Quand Émilie revint, Jacques était déjà à la porte, prêt à partir. « Elles se sont attachées à toi, dit-elle, brisant le silence. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste une observation. Est-ce une mauvaise chose ? Émilie considéra la question. Jacques pouvait voir les pensées passer dans ses yeux, peur, prudence, inquiétude pour l'avenir. Non, répondit-elle enfin. Ce n'est pas mauvais. Elle mérite au moins ça. Un père. Elle n'a pas dit le mot, mais il flottait dans l'air entre eux. Demain, j'apporte les CV de 2 nounous, dit Jacques, passant à un sujet plus pratique. Les 2 ont d'excellentes références. Émilie hocha la tête. Merci. C'était un mot simple, mais chargé de sens. Pas seulement de gratitude pour le CV de la nounou, mais pour quelque chose de plus grand. Pour l'effort. Pour être présent. Pour les petites routines qui construisaient lentement de petites victoires. Quand Jacques partit, il emporta le dessin de Grace avec lui. Dans la voiture,
il regarda à nouveau les 3 personnages en bâton. Une famille, peut-être. Pas celle qu'ils avaient eue dans le passé, mais quelque chose de nouveau, quelque chose en construction. Lent et fragile. Quelque chose qui commençait avec des histoires de chevaux, des sandwichs coupés en triangles et des dessins soigneusement conservés. Émilie ferma doucement la porte de la chambre des filles. Elle s'était enfin endormie après une histoire et plusieurs berceuses. L'appartement était silencieux, à l'exception du bruit lointain de la circulation de Manhattan, 15 étages plus bas. Jacques restait sur le canapé du salon, vérifiant ses emails sur son téléphone. C'était presque devenu un rituel maintenant. Il venait dîner, aidait avec les filles, et quand elles s'endormaient, il partait poliment. Une routine qui respectait les limites qu'Émilie avait fixées sans jamais les remettre en question. Elle l'observa un moment, remarquant les petits signes de changement. Sa cravate était desserrée, sa veste jetée sur une chaise au lieu d'être soigneusement suspendue, ses cheveux légèrement en désordre après que Sophie ait insisté pour jouer au salon de coiffure. « Tu veux du thé ?» proposa Émilie, se surprenant elle-même. Habituellement, c'était le moment où elle indiquait subtilement qu'il était temps pour lui de partir. Jacques leva les yeux de son téléphone, également surpris. « Bien sûr. » Émilie alla à la cuisine et mit de l'eau à bouillir. Ses mouvements étaient mécaniques tandis que son esprit s'emballait. Cela faisait presque 3 semaines qu'elles avaient emménagé dans l'appartement. 3 semaines d'une étrange danse, Jacques apparaissant régulièrement, apportant des cadeaux pour les filles, aidant au repas, racontant des histoires, Émilie cherchant du travail, interviewant des nounous, gardant la distance émotionnelle qu'elle jugeait nécessaire. Mais quelque chose changeait. Elle pouvait le sentir. Elle le voyait dans les yeux des filles quand Jacques arrivait. Elle voyait comment il se détendait progressivement en leur présence. Elle le voyait en elle-même, dans la façon dont elle n'avait plus à forcer la cordialité. La bouilloire siffla, la tirant de ses pensées. Émilie prépara 2 tasses de thé et retourna au salon. Jacques avait rangé son téléphone. Il accepta la tasse avec un signe de tête reconnaissant, créant un moment de silence partagé qui n'était pas gênant, juste plein d'attente. « J'ai trouvé un travail », annonça finalement Émilie. Jacques leva les yeux, un intérêt sincère sur son visage. « C'est génial. »« Où ça ?»« À la bibliothèque publique. Rien de grandiose, juste assistante, mais c'est un début. » Jacques hocha la tête. « Je suis content pour toi. » Émilie regarda sa tasse, sentant la chaleur à travers la porcelaine. Elle se souvint d'une autre conversation, des années auparavant, quand elle avait parlé de son rêve de travailler avec des livres. Jacques avait écouté, mais jamais vraiment entendu, toujours trop occupé par la prochaine réunion, le prochain contrat. « C'est pour ça qu'on a divorcé, tu sais, dit-elle soudainement, sans lever les yeux. Jacques resta silencieux, attendant qu'elle continue. Pas à cause du travail lui-même. Pas à cause de ton ambition. C'était parce que je criais à l'intérieur, Jacques. Pendant des années. Et tu ne m'as jamais entendu. » Les mots restèrent en suspens, lourds de la vérité qu'il n'avait jamais exprimée pendant le mariage ou le divorce. Émilie continua, comme si un barrage s'était rompu. « J'ai tout essayé. Les conversations, les lettres, même crier pour de vrai. Mais tu étais toujours ailleurs. Physiquement présent, mentalement absent. » Jacques posa sa tasse, le mouvement prudent et contrôlé. « Je sais, dit-il simplement. » Il n'y avait aucune défense dans sa voix, juste de l'acceptation. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, continua Émilie, une partie de moi était terrifiée. Pas du bébé ou des bébés, comme je l'ai découvert plus tard, mais de ce que cela signifierait. Une autre chose que tu ignorerais. Une autre partie de moi criant sans être entendue. » Jacques hocha la tête, absorbant chaque mot comme une vérité nécessaire, aussi douloureuse soit-elle. « Alors, quand je n'ai pas pu te joindre après le divorce, ça m'a semblé presque une confirmation de ce que je savais déjà. »« Je suis tellement désolé, dit Jacques. » Des mots simples, mais chargés d'un regret sincère. Émilie leva enfin les yeux, rencontrant les siens. « Je ne te dis pas ça pour te faire culpabiliser. Je te le dis parce que les filles méritent mieux. Elles méritent un père qui écoute. Qui écoute vraiment. » Jacques soutint son regard sans détourner les yeux. « C'est ce que j'essaie d'être maintenant. »« Je sais, Amini. Je vois comment tu les regardes, comment tu fais attention à chaque détail. C'est différent. » Un silence tomba, non pas inconfortable, mais réfléchi. Jacques prit une gorgée de thé, puis dit « Quand je t'ai vu sur ce trottoir avec les filles, c'est comme si mon monde entier s'était arrêté. J'ai réalisé que j'avais construit toute une vie autour de choses qui n'ont pas vraiment d'importance. » Émilie écouta, vraiment écouta, reconnaissant la vulnérabilité dans sa confession.
J'ai été un mari terrible, continua Jacques. J'étais tellement occupé à construire un avenir que j'ai perdu le présent. Et puis j'ai tout perdu. Pas tout, dit doucement Émilie, faisant un geste vers la chambre où dormaient les filles. Jacques sourit, un sourire triste mais sincère. Non, pas tout. Ils se turent à nouveau, contemplant tous deux le passé qu'ils partageaient et l'avenir incertain devant eux. Je ne demande pas qu'on se remette ensemble, clarifia Jacques. Je sais que ce que nous avions est terminé. Mais je veux que tu saches que cette fois, je suis là. Vraiment là. Pas seulement pour elle, mais aussi, pour toi. Si tu as besoin de moi. Émilie étudia son visage, cherchant des traces du vieux Jacques, l'homme qui faisait des promesses qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir, qui disait ce qu'il fallait pour mettre fin rapidement à une situation. Mais ce qu'elle vit était différent. Une sincérité qui n'avait jamais été là auparavant. Je ne sais pas ce que la signifie, répondit-elle honnêtement. Je ne sais pas ce que nous sommes maintenant, ni ce que nous pourrions devenir. Moi non plus, admit Jacques. Mais je sais que je veux faire partie de leur vie. Et je te respecte plus que jamais. Émilie hocha la tête, acceptant cette simple vérité. Ce n'était pas une réconciliation, pas un nouveau départ romantique. C'était autre chose, quelque chose pour lequel il n'avait pas encore de nom. La nounou commence lundi, dit-elle, passant à un terrain pratique. Heather semble bien. Les filles l'ont aimé. Jacques reconnut le changement de sujet comme un signe que la conversation profonde était terminée pour le moment. Certaines blessures avaient été exposées, d'autres restaient intactes. Il n'allait pas tout résoudre en une nuit. « À quelle heure commences-tu à la bibliothèque » demanda-t-il. « 9 heures, je finis à 15 heures. Du moins pour l'instant. » Jack sourit. « Elles vont adorer. Sophie parle déjà de se faire des amis. » Elle a toujours été sociable, nota Émilie, un petit sourire aux lèvres. C'était une observation simple, mais significative. Un souvenir partagé, une connaissance mutuelle de leur fille. Quelque chose qui les reliait, indépendamment du passé. Ils finirent leur thé en parlant de choses pratiques, horaires, routine des filles, projets pour le week-end. Quand Jacques se leva enfin pour partir, il y avait une nouvelle compréhension entre eux. Ils n'avaient pas tout résolu, loin de là. Mais au moins maintenant, ils savaient qu'ils étaient au même endroit. Pas dans le passé avec ses blessures et ses erreurs. Pas dans le futur avec ses incertitudes et ses promesses. Ils étaient dans le présent. Imparfait, complete, real. Et pour l'instant, c'était suffisant. C'est le téléphone qui le réveilla à 2 heures du matin. Jacques le chercha à tâtons sur la table de chevet, encore à moitié endormi, son esprit essayant de comprendre qui pouvait bien appeler à cette heure. « Allô » marmonna-t-il, la voix rauque de sommeil. « Jack ?» La voix d'Émilie était tendue, différente de tout ce qu'il avait entendu auparavant. « C'est Grace. Elle brûle de fièvre. » Jacques s'assit immédiatement dans son lit, le sommeil disparaissant comme la brume matinale. « Combien ?» 103, 39.5 C. Ça ne baisse pas avec les médicaments. Il attrapait déjà ses clés, son téléphone, enfilait ses chaussures. « J'arrive. As-tu appelé un médecin ?» J'ai appelé les urgences, mais ils ont dit que le temps d'attente est de 2 heures. « N'attends pas. Je vous emmène aux urgences tout de suite. Je suis là dans 15 minutes. » Jacques conduisit comme jamais auparavant. New York au petit matin était différent, rue vide habituellement embouteillée, feu rouge qu'il franchissait prudemment s'il n'y avait pas de danger. Quand il arriva à l'immeuble, Émilie était déjà dans le hall, tenant Grace enveloppée dans une couverture. Sophie se tenait à côté d'elle en pyjama, les cheveux ébouriffés, le visage endormi et effrayé. « Sophie vient avec nous » demanda doucement Jacques en prenant Grace des bras d'Émilie. Je n'avais personne pour la laisser. La nounou ne commence que lundi. Grace semblait trop chaude, ses yeux vitreux, sa respiration rapide. Jacques sentit une vague de panique différente de tout ce qu'il avait connu auparavant. Ce n'était pas la panique mesurée des négociations à enjeux élevés. C'était une peur brute, primitive. La peur d'un père pour son enfant. « Allons-y, dit-il en ajustant Grace dans ses bras. Je connais un hôpital privé tout près. Nous y serons dans 5 minutes. » Dans la voiture, Émilie s'assit à l'arrière avec Grace, tandis que Sophie était sur le siège avant, solidement attachée. La petite fille regarda Jacques avec de grands yeux inquiets. « Est-ce que Grace va guérir » demanda-t-elle d'une petite voix. Jacques déglutit difficilement, essayant de garder sa voix stable. « Oui, ma chérie. On va l'emmener chez le docteur et il va s'occuper d'elle. » À l'hôpital, le nom de Jacques ouvrit des portes qui seraient normalement fermées pour une urgence typique. En quelques minutes,
Ils étaient dans une chambre privée, un pédiatre examinant Grace. Pneumonie, diagnostiqua le médecin après avoir écouté les poumons de la petite fille. Nous l'avons détectée tôt, mais elle a besoin d'être observée pendant la nuit. Elle pourra probablement rentrer chez elle demain avec des antibiotiques. Émilie laissa échapper un souffle qu'elle ne réalisait pas retenir. Jacques se tenait à côté d'elle, une main légèrement posée sur son épaule. Elle ne repoussa pas son contact. « Je peux rester avec elle, » dit Émilie en jetant un coup d'œil à Sophie qui s'était endormie dans un fauteuil dans le coin. « Mais Sophie ? » « Je resterai avec les deux, » interrompit Jacques. « Tu as besoin de repos aussi. » Émilie hésita, mais l'épuisement des derniers jours sembla enfin peser sur ses épaules. « Tu es sûr ? Tu as du travail demain. » Rien qui ne puisse attendre. C'était un changement. Le Jacques d'il y a 3 ans n'aurait jamais dit ça. Rien n'avait été plus important que le travail, les affaires, les échéances. Maintenant, il n'avait pas besoin de réfléchir à 2 fois. Une infirmière apporta un canapé-lit pour la chambre privée. Jacques y installa Sophie pendant qu'Émilie s'asseyait sur la chaise à côté du lit de Grace. La petite fille dormait maintenant, les médicaments faisant effet, la fièvre diminuant progressivement. « Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu ?» suggéra Jacques en voyant les yeux d'Émilie lutter pour rester ouverts. « Je la surveillerai. » Émilie secoua la tête, têtue comme toujours. « Je vais bien. » « Émilie, s'il te plaît. » Il y avait quelque chose de nouveau dans son ton. Pas un ordre, pas une suggestion condescendante. Une demande sincère, d'égal à égal. Après un moment, elle céda. « Juste 1 heure. » « Bien sûr. » Émilie s'allongea à côté de Sophie sur le canapé-lit et en quelques minutes, elle dormait. Jacques prit la chaise qu'elle avait laissée, regardant Grace dormir. La perfusion dans son petit bras semblait trop grosse, trop invasive. Le moniteur cardiaque bipait régulièrement, rassurant. « Tu iras bien, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour sa fille endormie. La nuit s'éternisa. Jacques resta éveillé, partageant son attention entre Grace dans le lit d'hôpital et Émilie et Sophie sur le canapé. Chaque heure, une infirmière venait vérifier les constantes de Grace, enregistrer des données, ajuster les médicaments. À un moment donné, Grace ouvrit les yeux, désorientée. « Maman » appela-t-elle faiblement. « Maman dort un peu » répondit Jacques en se penchant sur le lit. « Mais je suis là. Tu veux de l'eau » La fillette hocha la tête. Jacques l'aida à prendre quelques gorgées à travers une paille, tenant la tasse avec précaution. « Ça fait mal, gémit Grace. »« Je sais, ma chérie. Le médicament fera bientôt passer la douleur. » Grace le regarda, vraiment le regarda, comme si elle le voyait pour la première fois. Malgré sa fièvre, ses yeux étaient étonnamment clairs. « Reste avec moi » demanda-t-elle. Quelque chose à l'intérieur de Jacques se brisa. Un mur, peut-être. Une dernière barrière. Toujours, promit-il, la voix épaisse d'émotion. Il ajusta le lit à sa position la plus basse, évitant soigneusement la ligne de perfusion, s'allongea à côté de sa fille. Grace se blottit immédiatement contre lui, trouvant la chaleur et le réconfort dont elle avait besoin. Jacques ne sut pas quand il s'endormit. Il réalisa seulement qu'il l'avait fait en se réveillant avec un poids sur ses épaules. Il ouvrit lentement les yeux, confus par l'environnement inconnu. Puis il se souvint. L'hôpital. La petite fille dormait toujours dans ses bras, sa respiration plus calme maintenant, sa peau moins chaude au toucher. Quelqu'un avait placé une couverture sur eux. Jacques leva les yeux et vit Émilie assise sur la chaise à côté du lit. Elle était silencieuse, les observant avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. Ce n'était plus le masque défensif des dernières semaines, ni le regard blessé de leur première rencontre. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Quelle heure est-il » demanda doucement Jacques, ne voulant pas réveiller Grace. « 6 heures du matin » répondit Émilie sur le même ton calme. « Elle va mieux. La fièvre est descendue à 37,5. » Jacques hocha la tête, soulagé. Il essaya de bouger sans déranger Grace, mais elle s'accrocha à lui-même dans son sommeil. « Je suis resté avec eux pendant que tu dormais » dit Émilie. On a en quelque sorte échangé les quarts sans s'en rendre compte. Il y avait un humour doux dans sa voix. Jack sourit. « Je crois qu'elle m'a choisi comme oreiller » plaisanta-t-il, indiquant comment Grace était blottie contre sa poitrine. Émilie ne répondit pas immédiatement. Son regard passa de Grace à Jacques, puis de nouveau à Grace. « Elle t'a choisi comme père » dit-elle finalement. « C'est différent. » Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de sens. Jacques déglutit difficilement, essayant de contenir la soudaine montée d'émotion.
Je n'étais pas là quand elle est née, dit-il, la voix basse et rauque. Je n'étais pas là pour ses premiers pas, ses premiers mots. Mais je te jure, Émilie, je serai là pour tout le reste. Émilie hocha la tête une fois, fermement. Elle ne parla pas, mais Jacques réalisa qu'elle n'en avait pas besoin. Son geste de les couvrir avec la couverture, son choix de s'asseoir à côté d'eux au lieu de le réveiller, cela en disait plus que les mots ne le pourraient. Grace remua, ouvrant des yeux ensommeillés. Elle regarda d'abord Jacques, puis vit sa mère. « Maman » appela-t-elle en tendant sa petite main. Émilie se rapprocha instantanément, s'asseyant sur le bord du lit. Jacques commença à s'écarter pour leur laisser de l'espace, mais Émilie secoua la tête. « Reste » dit-elle simplement. Puis, sans avertissement, Émilie étendit son bras, enveloppant Jacques et Grace dans une étreinte de groupe. C'était maladroit, avec l'enfant entre eux et les tubes de perfusion qui gênaient, mais c'était réel. C'était une étreinte qui ne demandait pas la permission, qui ne se souciait pas du passé, des erreurs ou des blessures. Le genre d'étreinte qui ne se produit que lorsque quelque chose de plus fort que la fierté prend le dessus, l'amour pour une fille, la gratitude pour celui qui protège cette fille, la réalisation que certaines choses sont plus grandes que les vieilles blessures. Ce n'était pas un pardon complet. Cela prendrait du temps, des conversations, des preuves. Mais c'était un début. Le début de quelque chose qui, aux petites heures du matin, dans une chambre d'hôpital, semblait enfin possible. 2 semaines s'écoulèrent depuis cette nuit à l'hôpital. Grace s'était complètement rétablie grâce aux antibiotiques et aux soins constants. L'incident avait changé quelque chose entre Jacques et Émilie. Pas une réconciliation complète, mais une trêve silencieuse, une reconnaissance mutuelle. Jacques continuait de visiter l'appartement quotidiennement, parfois juste pour le dîner, d'autres fois il restait plus longtemps, aidant à coucher les filles. Émilie ne protestait plus. Les limites qu'elle avait autrefois si fermement tracées commençaient à s'adoucir. À la bibliothèque, Émilie avait enfin un travail stable. Rien d'extraordinaire, mais cela lui donnait un sentiment d'utilité, et surtout d'indépendance. Heather, la nounou, s'occupait bien des filles pendant qu'elle travaillait. Les choses semblaient enfin trouver leur rythme. Un vendredi, Jacques arriva plus tôt que d'habitude. Les filles étaient encore au parc avec Heather, et Émilie venait de rentrer du travail. « Je dois te montrer quelque chose, » dit-il, sautant le baiser décontracté habituel sur la joue. Il y avait un courant sous-jacent d'excitation, presque une nervosité juvénile chez lui. Émilie le regarda, intriguée. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est une surprise. Pouvons-nous y aller maintenant ? Heather peut garder les filles jusqu'à notre retour. » Elle hésita. Les surprises ne faisaient pas partie de l'arrangement tacite qu'ils avaient développé au cours des dernières semaines. Mais le regard sur le visage de Jacques, un mélange d'enthousiasme et d'anxiété, était quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis leurs premiers mois de fréquentation, des années auparavant. « D'accord, accepta-t-elle finalement. Mais ne tardons pas trop. » Dans la voiture, Jacques resta étrangement silencieux. Il traversa un quartier résidentiel qu'Émilie ne reconnaissait pas, loin du centre de Manhattan, avec des maisons au lieu de gratte-ciel, des arbres bordant les trottoirs. « Où sommes-nous ? » demanda-t-elle quand il se gara enfin devant une maison à 2 étages avec un petit porche et une cour devant. Jacques ne répondit pas. Il sortit, fit le tour et lui ouvrit la portière. Émilie le suivit, confuse, jusqu'à l'entrée de la maison. « Qu'est-ce qu'on fait ici, Jacques ?» Il prit une profonde inspiration, puis sortit quelque chose de sa poche. Une clé. Simple, brillante, neuve. Elle est à toi, dit-il en la tendant à Émilie. Pas de loyer, pas de date limite. Juste la paix. Émilie regarda la clé, puis la maison, puis de nouveau Jacques. La compréhension se dessina lentement sur son visage. Tu as acheté une maison ? Jacques hocha la tête. 3 chambres, 2 salles de bain, une cour arrière assez grande pour une balançoire. Proche de bonnes écoles et à environ 20 minutes de la bibliothèque où tu travailles. Émilie resta immobile, les mots lui manquant complètement. Jacques continua, l'appartement n'a jamais été une solution permanente. Tu mérites un endroit à appeler chez toi. Un endroit qui soit vraiment à toi. Jacques, je ne peux pas accepter ça. Si, tu peux, insista-t-il doucement. Ce n'est pas un piège, Émilie. Je n'essaie pas d'acheter ton pardon ou de forcer ma présence sur toi. L'acte de propriété est à ton nom uniquement. À toi. Sans condition. Émilie secoua la tête, sentant des larmes inattendues se former dans ses yeux. Je n'ai pas besoin de ta charité. Ce n'est pas de la charité, dit fermement Jacques. C'est le moins que je puisse faire. Et tu le sais.
Il ouvrit la porte et s'écarta, l'invitant à entrer la première. Émilie hésita, puis franchit le seuil. L'intérieur était spacieux, rempli de lumière naturelle provenant de grandes fenêtres. Les murs étaient peints d'un beige doux, les parquets brillaient, neufs. Il n'y avait pas encore de meubles, juste de l'espace, des possibilités. Émilie traversa lentement le salon, puis la cuisine. Ses doigts tracèrent le comptoir en granit, les placards blancs. C'est parfait, Annie, presque malgré elle. Jacques resta près de l'entrée, lui laissant de l'espace pour explorer seul. Il n'essayait pas de lui vendre l'idée, il ne la poussait pas. Il attendait simplement. Émilie monta les escaliers. Elle trouva la chambre principale, grande et lumineuse. 2 chambres plus petites, idéales pour les filles. Une salle de bain avec une baignoire, quelque chose que l'appartement n'avait pas et que les filles adoreraient. Quand elle redescendit, Jacques était toujours au même endroit. Patient. Quelque chose dans son visage rappela à Émilie l'homme dont elle était tombée amoureuse des années auparavant, avant que l'ambition ne consume tout, avant la distance, avant le divorce. Je paierai, dit-elle, les larmes à peine contenues. C'était une affirmation d'indépendance, une déclaration qu'elle ne se rendait pas. Jacques s'avança, pas trop près, toujours respectueux de son espace. Tu as déjà payé, répondit-il à voix basse. Avec chaque pas courageux, chaque nuit blanche à t'occuper d'elle, chaque moment où tu as dû être à la fois maman et papa. Les mots frappèrent Émilie comme des vagues, sapant ses dernières défenses. Une larme glissa sur sa joue. Accepte-les, continua doucement Jack. Pour tout ce que je t'ai fait subir. Et pour les enfants. Émilie ferma brièvement les yeux, laissant sa fierté, le bouclier qu'elle avait porté si longtemps, céder enfin un peu. Les filles vont adorer la cour arrière, murmura-t-elle, la voix tremblante. Jacques sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. Sophie voudra une balançoire. Et Grace passera probablement des heures à dessiner dans ce coin près de la fenêtre. C'était vrai. Émilie pouvait imaginer ses filles dans cet espace, grandissant, jouant, vivant. Un endroit à appeler chez soi. Quand pouvons-nous emménager ? Demanda-t-elle, cédant enfin à l'idée. Quand tu veux. C'est à toi maintenant. Émilie regarda la clé dans sa main. Petite, simple, mais porteuse de tant de sens. Merci, dit-elle finalement, les mots insuffisants pour exprimer tout ce qu'elle ressentait. Jacques hocha la tête. Il n'y avait aucun triomphe sur son visage, aucune trace de supériorité. Juste du soulagement. Et peut-être un peu d'espoir. Allons chercher les filles, suggéra-t-il. On peut les amener voir. Émilie accepta, se ressaisisan. Elles vont halluciner. Ils partirent ensemble. Sa maison, maintenant. Dans la voiture, Émilie resta silencieuse, traitant tout cela. Ce n'était pas juste une maison que Jacques lui avait donnée. C'était une déclaration, des excuses, une promesse. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore beaucoup de conversations non dites, beaucoup de blessures non complètement guéries. Mais c'était un vrai début. Quand ils arrivèrent à l'appartement pour récupérer les filles, Émilie arrêta Jacques avant qu'il ne sorte de la voiture. « Ça ne change pas tout, dit-elle, voulant être claire. Nous avons encore beaucoup de choses à régler. »« Je sais, répondit simplement Jacques. Mais, continua Émilie, c'est un bon début. » Jacques sourit, le même sourire qui, des années auparavant, lui avait fait croire qu'il serait le père de ses enfants. Et maintenant, enfin, il devenait exactement cela. Un nouveau départ, acquiesça-t-il. Un instant, ils se regardèrent simplement. Pas comme ex-mari et ex-femme, pas comme adversaires. Mais comme 2 personnes essayant de reconstruire quelque chose. Pas ce qu'ils avaient eu autrefois, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Allez, dit finalement Émilie. Il y a 2 petites filles là-haut qui voudront tout savoir sur leur nouvelle maison. Ils montèrent ensemble, côte à côte. Sans se tenir la main, pas encore. Mais assez proches pour sentir la chaleur de l'autre. L'abîme qui les avait séparés pendant 3 ans ne semblait plus si impossible à franchir. Une maison, c'était plus que des murs et un toit. C'était un symbole. Un cadeau offert avec amour et respect, pas avec contrôle. Et Émilie, enfin, était prête à l'accepter. La journée commença comme une autre dans la nouvelle maison. Le soleil d'automne filtrait à travers les rideaux fraîchement accrochés, créant des motifs dorés sur le parquet. Émilie se réveilla avant le réveil, une habitude formée par des années de lutte seule. Un instant, elle resta allongée, absorbant le calme, la solidité des murs autour d'elle, le sentiment de sécurité qui lui semblait encore étrange. Elle n'avait emménagé que 2 semaines plus tôt. Des cartons étaient encore empilés dans certains coins, mais les chambres des filles étaient déjà installées, priorité absolue.
Jacques avait aidé au déménagement, apportant de nouveaux meubles qu'Émilie avait acceptés à contre-cœur. Ce n'est pas pour toi, avait-il dit. C'est pour qu'elles aient un bon départ. Et elle n'avait pas pu argumenter. Émilie se leva et vérifia les filles. Toutes deux dormaient profondément. Sophie étalée avec un bras pendant du lit, Grace blottie en une petite boule sous les couvertures. Heather, la nounou, arriverait dans 1 heure pour les surveiller. Aujourd'hui était différent. Aujourd'hui était le jour de l'entretien final. Après 2 tours de sélection, Émilie avait atteint la phase décisive pour un poste à la bibliothèque publique de Manhattan. Ce n'était pas un poste de haut niveau, un rôle d'assistante, organiser des livres, aider les visiteurs, mais cela représentait quelque chose qu'elle avait presque oublié, sa propre identité au-delà d'être mère, au-delà d'être une ex-femme. Elle choisit ses vêtements avec soin, une tenue simple mais élégante, achetée spécialement pour l'occasion. Maquillage léger, cheveux tirés en un chignon discret. Professionnelle mais pas intimidante. Accessible mais pas trop décontractée. Tu peux le faire, murmura-t-elle à son reflet dans le miroir, essayant de croire ses propres mots. La matinée passa dans un flou de nervosité. Elle laissa les filles avec Heather, prit le métro et arriva à la bibliothèque avec 20 minutes d'avance. Elle s'assit sur un banc à l'extérieur, respirant profondément, visualisant les réponses aux questions potentielles. L'entretien dura exactement 45 minutes. Émilie parla de son parcours en littérature, interrompue quand elle épousa Jacques. Elle parla de son amour pour les livres, de sa conviction que les bibliothèques étaient des espaces communautaires. Elle ne mentionna pas les nuits blanches avec des jumelles en bas âge, les emplois temporaires ou les loyers impayés. Certaines histoires n'ont pas leur place dans un entretien d'embauche. Nous vous appellerons d'ici la fin de la journée, dit la directrice de la bibliothèque, une femme d'âge mûr avec des lunettes en écaille et un sourire aimable. Émilie quitta le bâtiment, se sentant légère. Indépendamment du résultat, elle avait essayé. Elle s'était présentée non pas comme une victime des circonstances, mais comme une professionnelle. C'était une victoire en soi. Son téléphone sonna à mi-chemin du retour. Un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Émilie s'arrêta au milieu du trottoir, le cœur battant. Emily Carter? Oui, c'est elle. Ici Margaret, de la bibliothèque publique. Nous aimerions vous offrir le poste, si vous êtes toujours intéressé. Le trottoir sembla vaciller sous ses pieds. Oui. Je suis très intéressé. Super. Pouvez-vous commencer lundi? Nous avons quelques papiers et un badge à préparer. Lundi est parfait, répondit Émilie, sa voix plus stable qu'elle ne s'y attendait. Elle raccrocha et resta là, laissant le moment s'installer. Les gens se pressaient, les touristes étudiaient des cartes, les taxis klaxonnaient. Le rythme normal de la ville. Mais pour Émilie, le monde avait changé. Elle avait besoin de le dire à quelqu'un. Elle faillit appeler Jacques par habitude, puis s'arrêta. Non. C'était sa réussite. Il le découvrirait bien assez tôt. Quand elle rentra à la maison, le soleil se couchait déjà. Heather était dans la cuisine, préparant des pâtes pour le dîner des filles. Sophie dessinait à table, la langue tirée en signe de concentration. Grace triait ses blocs de construction par couleur sur le tapis du salon. « Maman !» cria Sophie en la voyant, abandonnant immédiatement ses crayons pour courir vers la porte. Grace se leva plus lentement, mais ses yeux brillaient du même enthousiasme. Toutes deux serrèrent les jambes d'Émilie, la faisant presque tomber. « Devine quoi, maman ?» s'exclama Sophie en sautillant sur place. « Devine qui est venu ?»« Qui est venu ?» demanda Émilie, bien qu'elle soupçonnât la réponse. « Jacques » dirent les deux à l'unisson, pointant vers la porte du jardin. À travers les portes vitrées, Émilie vit Jacques ajuster une balançoire sous le grand chêne. Il était sans sa veste, les manches de chemise retroussées jusqu'au coude, concentré sur la tâche. « Il a apporté une balançoire » expliqua solennellement Grace. « Une en bois. »« Et de la pizza » ajouta Sophie, comme si c'était tout aussi important. Émilie sourit, remerciant silencieusement Heather d'un regard. La nounou hocha la tête, comprenant qu'elle était congédiée. « Les filles, j'ai des nouvelles » annonça Émilie une fois Heather partie. Toutes deux levèrent les yeux, brillant de curiosité sur leurs visages identiques. « Maman a eu un travail. À la grande bibliothèque. Celle avec tous ces livres que vous aimez. » Un instant de silence, puis Sophie éclata en question. « Tu vas travailler avec des livres? Tu liras des histoires? Tu pourras ramener des livres à la maison ?» Grace, plus calme comme toujours, sourit simplement et prit la main de sa mère, lui donnant une petite pression fière. La porte du jardin s'ouvrit et Jacques entra, s'essuyant les mains sur un chiffon.
Je crois que la balançoire est prête pour un test, annonça-t-il, puis remarqua l'excitation dans la pièce. Il s'est passé quelque chose? Maman va travailler avec les livres, répondit Sophie avant qu'Émilie ne le puisse. À la grande bibliothèque. Le visage de Jacques s'illumina d'un sourire sincère. C'est vrai? Émilie hocha la tête, s'autorisant enfin à ressentir tout le poids de son accomplissement. Je commence lundi. C'est merveilleux, Émilie. Vraiment merveilleux. Il n'y avait aucune surprise dans sa voix, juste une certitude calme, comme s'il n'avait jamais douté qu'elle y arriverait. Je vais faire un dessin, déclara Sophie en courant vers la table. Maman avec des livres et un badge ajouta doucement Grace. Maman va avoir un badge. Émilie regarda ses filles, ressentant une bouffée d'amour si intense qu'elle faillit la déséquilibrer. Quand elle regarda de nouveau Jacques, elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. De l'admiration. Elles sont si fières de toi, commenta-t-il. C'est juste un poste d'assistante, répondit Émilie, toujours mal à l'aise avec les compliments. C'est un début, corrigea doucement Jacques. Un nouveau départ. Le tien. Maman, appela Sophie de la table. Viens voir. Ils s'approchèrent ensemble. Sophie avait dessiné Émilie entourée de livres, un grand badge coloré épinglé à sa chemise. Les livres flottaient autour comme des oiseaux magiques. C'est toi à la bibliothèque, expliqua Sophie l'évidence. Ici. C'est magnifique, ma chérie, dit Émilie en embrassant le sommet de la tête de sa fille. Tu mérites tout ça, dit Jacques à voix basse, juste pour qu'Émilie l'entende. Elles sont fières de toi. Il fit une pause, puis ajouta, et moi aussi. Émilie ne répondit pas avec des mots. Elle n'en avait pas besoin. Elle le regarda simplement, vraiment le regarda, laissant ses yeux transmettre ce qu'elle n'était pas encore prête à dire à voix haute. Un sourire, pas avec ses lèvres, mais avec son regard. Une reconnaissance du chemin parcouru, des batailles menées. Un merci silencieux. Pas pour le travail, pas pour la maison. Mais pour quelque chose de plus fondamental. Le respect. Qui veut essayer la balançoire? Demanda Jacques, brisant naturellement le moment. Moi, crièrent les filles à l'unisson, courant vers le jardin. Émilie s'attarda un instant, mettant soigneusement de côté le dessin de Sophie comme un talisman. Puis elle les suivit dehors, où ses filles riaient et où Jacques les poussait alternativement sur la nouvelle balançoire. Ce moment était aussi le sien. Un pas qui était uniquement le sien, et pourtant, d'une certaine manière, était aussi un pas en avant pour eux tous. Une routine s'installait. 3 jours par semaine, pendant qu'Émilie travaillait à la bibliothèque, Jacques réorganisait son emploi du temps pour rester avec les filles. Heather, la nounou, s'occupait des 2 autres jours. Les week-ends étaient flexibles. Parfois Jacques apparaissait, parfois il laissait de l'espace à Émilie et aux filles. Ce jeudi pluvieux, Jacques arriva plus tôt que d'habitude. Il portait une boîte mystérieuse et un parapluie trempé. « Qu'y a-t-il dedans » demanda immédiatement Sophie, toujours curieuse, toujours directe. Jacques sourit, pressant un doigt sur ses lèvres dans un geste secret. Des matériaux pour une aventure. Grace s'approcha silencieusement, ses yeux attentifs fixés sur la boîte. Même après presque 2 mois d'interaction, elle était toujours plus prudente, observant toujours avant de s'engager. « Quelle aventure » insista Sophie en sautillant autour de lui. « Et si on construisait un royaume magique » suggéra Jacques en ouvrant la boîte pour révéler du carton coloré, des ciseaux à bourrons, de la colle, des marqueurs et de petites lumières LED à piles. Les yeux des filles s'écarquillèrent devant les possibilités. En quelques minutes, la table de la cuisine s'était transformée en un studio d'art improvisé. Jacques n'avait prévu que quelques décorations simples, mais se retrouva bientôt immergé dans tout un récit sur des princesses dragons qui protégeaient des forêts enchantées. Et elle crache du feu coloré, ajouta sérieusement Sophie. Du feu qui ne brûle pas, juste qui fait pousser les plantes. Et elle parle aux animaux, dit Grace, si absorbée par l'histoire qu'elle en oublia sa timidité habituelle. À tous. Jacques absorbait chaque détail, ajoutant des éléments à l'histoire, dessinant très mal les personnages qu'elle décrivait. Ce n'était pas juste des croquis, c'était tout un univers qu'ils créaient ensemble. Quand ils eurent terminé, le royaume occupait tout le salon, château en carton, arbres en papier crépon, petites lumières représentant des étoiles et des êtres magiques. Un effort collaboratif, désordonné et parfait. L'heure du déjeuner, annonça Jacques, remarquant qu'il était déjà midi passé. Dans la cuisine, il tenta de préparer quelque chose de spécial. Sandwich en forme d'étoile, jus dans des gobelets colorés, fruits sculptés comme des fleurs. Le résultat fut bien moins élégant qu'il ne l'avait imaginé.
Les sandwichs ressemblaient plus à des taches qu'à des étoiles, et les fruits ressemblaient à des formes méconnaissables. « C'est une fleur ?» demanda Sophie en pointant ce qui était censé être une fleur de melon. « C'est une fleur magique » improvisa Jacques. « Une très rare. » Grace examina son assiette, puis Jacques, et sourit. « Ça a l'air bon » dit-elle avec une maturité au-delà de ses années, comme si elle essayait de le rassurer. Jacques sentit une chaleur dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié dans les yeux de Grace, c'était de la compréhension. Comme si elle savait que l'important n'était pas un déjeuner parfait, mais l'effort derrière. Ils mangèrent ensemble, discutant du royaume magique, ajoutant de nouveaux éléments à l'histoire. Jacques écoutait plus qu'il ne parlait, absorbant chaque détail des personnalités de ses filles. Sophie, exubérante et créative, Grace, observatrice et profonde. Après le déjeuner, ils construisirent une cabane en couverture dans le salon, au milieu du royaume magique. Jacques raconta des histoires, improvisant des aventures sur les princesses dragons et leurs amis de la forêt. Les filles le corrigeaient, ajoutaient des détails, riaient de ses voix amusantes. Au milieu d'un conte particulièrement élaboré, Sophie se tourna vers lui avec des yeux ensommeillés, l'excitation de la journée la rattrapant enfin. « C'est la meilleure histoire de tous les temps, papa » murmura-t-elle en se blottissant contre son épaule. Le monde sembla se figer. Jacques sentit l'air lui manquer. « Papa » Le mot n'avait pas été prononcé avant, du moins pas éveillé, pas intentionnellement. Ses yeux rencontrèrent ceux de Grace, qui regardait tranquillement, comme d'habitude. Il craignit qu'elle ne se sente pressée par le terme « papa », que cela ne crée une distance. Mais elle se rapprocha juste un peu plus, s'appuyant contre son autre bras. « Raconte encore, papa » murmura-t-elle, testant presque le mot, comme s'il s'agissait d'un nouveau goût. Jacques sentit sa gorge se serrer, une vague d'émotion si forte qu'il ne put continuer l'histoire un instant. Il prit une profonde inspiration, cligna des yeux pour chasser l'humidité, et continua à parler des princesses dragons. Quand Émilie rentra du travail, elle les trouva tous les trois endormis dans la cabane en couverture, entourés du royaume magique de papier et de lumière LED. Jacques au milieu, une fille blottie de chaque côté, leur respiration synchronisée comme s'ils faisaient partie d'une seule entité. Elle resta silencieuse un moment, remarquant les restes du déjeuner artistique dans la cuisine, le matériel d'art éparpillé, le chaos heureux évident qui avait envahi la maison. Jacques ouvrit les yeux, sentant sa présence. Soigneusement, pour ne pas réveiller les filles, il se dégagea et rampa hors de la cabane. « Elles m'ont appelé papa » dit-il doucement quand il atteignit Émilie, l'émotion encore claire sur son visage. « Toutes les deux » Émilie hocha la tête. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux, juste une acceptation calme, comme si elle avait été témoin de quelque chose d'inévitable. « Tu commences à mériter ce nom » répondit-elle simplement. Les mots frappèrent durement Jacques. Ce n'était pas seulement une reconnaissance, c'était une absolution. Un saut de progrès sur un chemin qu'il n'avait pas su comment commencer quelques mois auparavant. « Je ne les décevrai pas » Émilie promit, la voix stable malgré l'émotion. « Pas encore. » Émilie l'étudia un long moment, comme si elle cherchait dans son visage et ses yeux. Quoi qu'elle cherchât, elle sembla le trouver. Elle ne dit rien de plus. Elle n'en avait pas besoin. L'engagement était là. Né non pas de mots ou de grands gestes, mais d'actions quotidiennes, d'histoires inventées, de déjeuners désordonnés et d'étreintes honnêtes. Né de décisions cohérentes qui formaient un modèle tangible de fiabilité. Jacques regarda Émilie s'approcher de la cabane pour vérifier les filles. Il sentit le poids du titre qu'il venait de recevoir. Pas seulement père au sens biologique, mais papa, avec toute la signification émotionnelle que ce mot portait. C'était un commencement. Un contrat non écrit, scellé par le mot d'un enfant et la reconnaissance d'un adulte. Un engagement qui, enfin, avait un sens. Le porche de la nouvelle maison était devenu l'endroit préféré d'Émilie les douces nuits d'automne. Une chaise à bascule, une tasse de thé, le bruissement lointain des feuilles dans le vent. C'était tout ce dont elle avait besoin après une journée à la bibliothèque et des heures à jouer avec les filles. Jacques était devenu une présence constante, presque quotidienne. Pas imposée, pas intrusive. Juste présente. Ce soir, il était resté dîner à nouveau. Les filles adoraient quand il cuisinait, même si les résultats étaient discutables. Ce qui importait, c'était les rires, le désordre partagé, le sentiment de normalité qui s'installait lentement. Maintenant, les filles dormaient, épuisées après une séance d'histoire au coucher. Émilie avait écouté Jacques imiter les voix de pirates et de princesses, faisant rire les filles jusqu'à ce qu'elles soient à bout de souffle. C'était différent du Jacques qu'elle avait connu pendant leur mariage. Un homme toujours pressé, toujours mentalement ailleurs, toujours concentré sur la prochaine réunion ou affaire.
La porte du porche s'ouvrit doucement. Jacques sortit, portant 2 tasses de thé. Il en offrit une à Émilie et s'assit sur la chaise à côté d'elle. Elles se sont enfin endormies, commenta-t-il avec un léger sourire. Sophie voulait juste une histoire de plus, mais ses yeux se fermaient déjà. Émilie hocha la tête, acceptant la tasse. Elle a toujours été comme ça, luttant contre le sommeil comme si elle allait manquer quelque chose d'incroyable. Ils restèrent assis en silence quelques minutes, appréciant simplement le calme de la nuit, l'arôme du thé et la présence de l'autre, sans la pression de remplir l'espace de conversation. Mais il y avait quelque chose dans l'air. Une question non posée. Un sujet qu'ils avaient reporté trop longtemps, maintenant mûr pour la discussion. Jacques, commença enfin Émilie, sa voix calme, sans accusation. Il y a quelque chose dont nous devons parler. Il se tourna vers elle, attentif. Au cours des derniers mois, il avait appris à vraiment écouter quand Émilie parlait. De ce qui s'est passé après notre séparation, continua-t-elle. À propos des filles. Jacques hocha la tête, lui laissant la place de continuer. J'ai essayé, Jacques, dit Émilie, regardant la tasse de thé dans ses mains au lieu de lui. J'ai appelé, j'ai écrit. Mais Claire a dû tout cacher. Jacques resta immobile, laissant le poids de ses mots s'installer. Ils avaient brièvement abordé cela auparavant, mais jamais en détail. Combien de fois, demanda-t-il d'une voix basse et contrôlée. Beaucoup, répondit Émilie. D'abord, j'ai appelé ton bureau. Claire disait toujours que tu étais en réunion, ou en voyage, ou juste indisponible. Après un certain temps, elle a commencé à dire que tu avais spécifiquement demandé à ne pas être dérangé par quoi que ce soit concernant notre divorce. Jacques ferma les yeux un instant, sentant le fardeau de cette révélation. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, continua Émilie, j'ai essayé plus fort. J'ai envoyé des lettres, des emails. Je suis même venu personnellement à ton bureau une fois, mais ils ne m'ont pas laissé monter. Claire a dit que tu ne voulais pas me voir. Ça n'est jamais arrivé, murmura Jacques, une colère froide commençant à monter en lui. Je n'ai jamais su que tu avais essayé. Je m'en doute, dit Émilie sans amertume, constatant simplement un fait. Après la naissance des filles, j'ai essayé encore quelques fois. J'ai envoyé des photos d'elles nouveau-nées à ton email personnel. Rien. Je n'ai jamais rien reçu, confirma Jacques, la tension dans la voix. Mes emails? Claire y avait accès. Elle disait qu'elle filtrait les messages non pertinents. Émilie secoua légèrement la tête, un sourire triste aux lèvres. J'ai toujours soupçonné. Elle te regardait d'une manière différente. J'ai toujours pensé qu'elle t'aimait bien. Jacques leva les yeux, surpris. Quoi? C'était évident, Jacques. Pour n'importe quelle femme, au moins. La façon dont elle bougeait autour de toi, trouvait toujours des excuses pour toucher ton bras ou ton épaule quand vous parliez. La façon dont elle me regardait quand j'arrivais au bureau, comme si j'étais une intruse. Jacques prit une profonde inspiration, laissant cette nouvelle perspective s'installer. Son assistante depuis presque 10 ans. Efficace, dévouée. Toujours disponible. Créant toujours une barrière entre lui et le reste du monde, prétendant protéger son temps précieux. J'aurais dû réaliser, dit-il finalement, la culpabilité évidente dans sa voix. Le jour où je t'ai vu dans la rue avec les filles, c'était la première fois que je soupçonnais l'implication de Claire. Mais même alors, je n'ai jamais imaginé que cela pouvait être si calculé. Émilie ne répondit pas immédiatement. Elle leva les yeux vers les étoiles, respirant l'air frais de la nuit. Peut-être qu'elle s'est convaincue qu'elle faisait ce qui était le mieux pour toi, dit finalement Émilie. Que je serais une distraction, une complication pour ta carrière. Peut-être que, d'une manière tordue, elle croyait vraiment te protéger. Jacques regarda Émilie avec une admiration silencieuse. Même après tout, elle pouvait encore trouver de l'empathie. Même pour quelqu'un qui avait fait tant de mal. Ça ne justifie pas, dit-il fermement. Non, ça ne justifie pas, acquiesça Émilie. Mais ça aide à comprendre. Le silence revint, plus lourd cette fois, chargé du poids de ses révélations. 3 ans, murmura finalement Jacques, presque pour lui-même. 3 ans perdus. Pas entièrement perdus, corrigea doucement Émilie, jetant un coup d'œil vers la chambre où dormaient les filles. Nous sommes ici maintenant. Elles sont là. Jacques suivit son regard, sentant un mélange de gratitude et de détermination grandir en lui. Emily, yeah. Commença-t-il, puis s'arrêta pour rassembler ses pensées. J'ai échoué. Pas seulement envers toi, mais envers elle. Même si je ne savais pas pour elle. J'ai échoué en créant un système où quelqu'un d'autre pouvait prendre ses décisions pour moi.
en m'isolant tellement dans le travail que cela semblait acceptable, d'une certaine manière. Émilie l'observa en silence, voyant une réelle compréhension sur son visage. Ce qui s'est passé est arrivé, dit-elle enfin. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. Jacques hocha la tête, la détermination remplaçant son choc initial. Je dois parler à Claire. Oui, acquiesça Émilie. Tu dois. Après ça, continua Jacques, je veux faire les choses bien. Pour les filles. Pour toi. Émilie ne demanda pas ce qu'il entendait par bien. Ce n'était pas encore le moment pour cette conversation. Mais quelque chose avait changé, là, sur le porche, sous les étoiles. Une vérité enfin entendue. Une compréhension mutuelle. Elle t'adore, dit Émilie après un moment. Tu le sais, n'est-ce pas? Jacques sourit, un sourire sincère malgré le tumulte émotionnel. J'aime chaque seconde avec elle. Même quand Sophie renverse du jus sur mon costume ou que Grace me corrige quand je manque une partie de son histoire préférée. Émilie rit doucement, reconnaissant le comportement de ses filles. Elles font partie de nous deux, tu sais. Sophie a ta determination. Grace a ton regard observateur. C'est étrange comme la génétique fonctionne. Et elles ont ta force, ajouta Jacques. Ta résilience. Ce sont des qualités que j'admire profondément en toi, Émilie. Je l'ai toujours fait. Les mots planèrent entre eux, trop sincères pour être balayés, trop intimes pour être ignorés. Émilie hocha simplement la tête, acceptant le compliment sans essayer de le diminuer. Un autre petit pas en avant. Il se fait tard, dit-elle finalement en se levant de sa chaise. Jacques se leva aussi, comprenant le signe que la conversation était terminée pour le moment. Il y avait beaucoup à traiter, beaucoup à faire. Confronter Claire ne serait que le début d'un processus plus large de réévaluation et de reconstruction. Alors qu'il rentrait dans la maison, Jacques savait que rien ne serait simple. Mais pour la première fois, il ressentait de la clarté. Il savait qu'il avait échoué, mais il savait aussi qu'il voulait comprendre et réparer. Pas seulement avec des mots ou de grands gestes, mais avec des actions quotidiennes, prouvant qu'il avait vraiment changé. Pour la première fois depuis des années, Jacques sentait qu'il était exactement là où il devait être, faisant face exactement à ce qu'il devait affronter. Et aussi douloureux que ce fut, il y avait quelque chose de libérateur à cela. Jacques arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Il voulait quelques instants seul pour rassembler ses pensées avant d'affronter Claire. Après la conversation sur le porche avec Émilie, il avait passé une nuit presque blanche à repenser aux 3 dernières années. Des coïncidences qui se révélaient maintenant être des manipulations. Les filtres qui avaient retiré Émilie et ses filles de sa vie. Le bureau vide semblait solennel ce matin-là. Jacques parcourut les couloirs silencieux jusqu'à son propre bureau, s'asseyant dans son fauteuil et regardant vers l'antichambre où Claire avait travaillé pendant près d'une décennie. L'efficace, la dévouée, l'indispensable Claire. Pile à 8 heures, elle arriva. Jacques l'observa à travers la porte légèrement entr'ouverte. Coiffure parfaite, tailleur impeccable, sourire professionnel. Un masque qu'il commençait seulement maintenant à voir. « Bonjour Jacques », salua-t-elle en remarquant la porte ouverte. « Tu es matinal. »« Nous devons parler », répondit-il en désignant la chaise en face de son bureau. « Maintenant. » Quelque chose dans son ton fit vaciller le sourire de Claire un instant, mais elle se reprit rapidement. « Bien sûr. Est-ce à propos de la réunion de 10 heures ? » « Non. » Jacques attendit qu'elle soit assise. « C'est à propos d'Émilie. » Le nom plana entre eux, lourd de sens. Claire cligna des yeux mais garda son expression neutre, des années d'entraînement à cacher ses émotions. Qu'y a-t-il à son sujet ? Tu as intercepté ses appels. Ses lettres. Ses emails. Pendant 3 ans. Ce n'était pas une question. Jacques garda son regard fixé sur elle, observant les micro-expressions vaciller sur son visage. Surprise, tension, une panique momentanée, puis recalibrage. « Est-ce que je me trompe ?» insista-t-il quand elle ne répondit pas. Claire bougea sur sa chaise, ses doigts se resserrant sur le sac à main posé sur ses genoux. « J'ai fait ce qui était le mieux pour toi, dit-elle finalement. »« Le mieux pour moi ?» répéta Jacques, gardant sa voix contrôlée malgré la colère qui bouillonnait sous la surface. Cacher le fait que j'avais 2 filles, c'était le mieux pour moi. Claire Pallet. Tu sais, pour les enfants ? Oui, Claire. Je sais pour Sophie et Grace. J'ai croisé Émilie il y a presque 3 mois. Par hasard. Dans la rue. Le silence s'étira entre eux. Claire semblait calculer ses options, comme elle le faisait toujours en cas de crise.
Jacques pouvait pratiquement voir son esprit trier les alternatives, élaborer des justifications. Tu étais dévasté après le divorce, dit-elle enfin. Tu étais concentré sur la reconstruction de l'entreprise, sur la preuve de ta valeur. Émilie aurait été une distraction. Un revers. Ce n'était pas ta décision à prendre. Quelqu'un devait protéger tes intérêts, insista Claire, une pointe de désespoir s'insinuant dans sa voix. Tu ne voyais pas la situation dans son ensemble. Et toi si? Jacques se pencha en avant. La situation dans son ensemble? Ça signifiait que je ne rencontrerais jamais mes filles, que Émilie affronterait la grossesse et ses premières années seule, luttant pour survivre. Claire détourna le regard. Je ne pensais pas que c'était si grave. Mensonge, rétorqua Jacques, sa voix tranchante comme une lame. Émilie était claire, spécifique. Tu savais exactement ce que tu cachais. Le silence revint, plus lourd qu'auparavant. Claire semblait soudain plus petite, comme si son masque de compétence totale s'était enfin fissuré. Pourquoi? Demanda Jacques, la voix plus douce maintenant. La vérité, Claire. Après tout ce temps, je mérite au moins ça. Elle leva les yeux, et Jacques y vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué, une vulnérabilité brute, presque douloureuse à voir. Tu devais te concentrer, répéta-t-elle son argument précédent, mais son ton avait changé. Elle t'aurait retenu. Claire fit une pause, prenant une profonde inspiration. Eh, oui. Je t'ai toujours aimé. Et tu ne m'as jamais vu. Les mots restèrent suspendus entre eux comme une confession longtemps contenue. Jacques en ressentit l'impact. Pas un choc complet, étant donné ses récents soupçons, mais tout de même troublant de l'entendre directement d'elle. 10 ans, Jacques, continua Claire, son masque professionnel entièrement disparu maintenant. 10 ans à tes côtés. Connaissant tes habitudes, tes preferences, tes ambitions. 10 ans à être exactement ce dont tu avais besoin, quand tu en avais besoin. Et tu n'as jamais vu au-delà de l'assistante efficace. Jacques encaissa sa confession en silence. Il y avait une vraie douleur là, mais aussi une distorsion troublante. Une justification pour des actions impardonnables. Tu as détruit ma chance d'être père, dit-il finalement, les mots lourds de la vérité qu'ils affrontaient maintenant tous les deux. Et j'ai laissé faire. Claire ne répondit pas. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire. Tu es licenciée, Claire. Les mots ne furent pas prononcés avec colère, mais avec une clarté triste et une finalité inébranlable. Jacques, s'il te plaît, tenta-t-elle une dernière fois. C'était une erreur de jugement. On peut arranger ça. Je peux arranger ça. Il secoua la tête. On ne répare pas ce qui a été perdu. 3 ans, Claire. Les premiers pas, les premiers mots. Ça ne revient pas. Je suis tellement désolée, dit-elle, semblant sincèrement pleine de remords. Je le suis vraiment. Je peux te protéger. Tu te protégeais toi-même, corrigea doucement Jacques. De perdre ta position, ton contrôle. Tu as tout tordu pour justifier tes actions. Claire baissa la tête, acceptant la vérité de ses mots. Les RH traiteront ton départ, continua Jacques. Il y aura une indemnité correcte. Des références si tu en as besoin. Je n'essaie pas de détruire ton avenir, Claire. Je ne peux juste plus t'avoir dans ma vie. Je comprends, murmura-t-elle en se levant lentement. À la porte, Claire se retourna une dernière fois. Est-ce qu'elle te ressemble? Les filles? La question prit Jacques au dépourvu. Il y avait une curiosité sincère, presque innocente, qui contrastait avec la manipulation calculée qu'elle avait orchestrée. Sophie a mon sourire, répondit-il après un moment. Graisse à mes yeux. Toutes les deux ont la force de leur mère. Claire hocha la tête, absorbant l'image d'enfant qu'elle ne rencontrerait jamais. Au revoir, Jacques. Au revoir, Claire. Quand la porte se referma, Jacques resta immobile un long moment. 10 ans de partenariat professionnel terminé. Une trahison révélée et confrontée. Un chapitre clos. Il prit son téléphone, pour la première fois de sa carrière, annula toutes ses réunions de la journée. Il y avait quelque chose de plus important à faire. À partir de maintenant, je choisis ma famille, murmura-t-il pour lui-même en attrapant son manteau. Consignment. Et il quitta le bureau sans regarder en arrière. Jacques conduisit presque machinalement de l'entreprise à la maison d'Émilie. Les rues de Manhattan défilaient en flou, ses pensées plus réelles que le monde extérieur. La conversation avec Claire résonnait encore dans son esprit, ses justifications, sa confession, le regard de quelqu'un qui avait construit une réalité alternative où ses actions semblaient nobles, nécessaires. Quand il arriva,
il trouva la porte d'entrée légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, il pouvait entendre des rires enfantins. Jacques fit une pause un instant, laissant ce son laver la tension qu'il portait depuis le matin. « Jack !» La voix d'Émilie appela de l'intérieur. « C'est toi ?» Il entra, fermant la porte derrière lui. Émilie était dans le salon, pliant de petits vêtements. Les filles étaient dans le jardin, visibles à travers les portes-fenêtres. « J'ai annulé mes réunions, » dit Jacques, répondant à la question dans ses yeux. « Nous devons parler. » Émilie hocha la tête, lisant la gravité dans son ton. « Les filles sont occupées. On peut aller à la cuisine. » Dans la cuisine, Jacques s'enfonça dans une chaise. Émilie resta près du comptoir, lui laissant de l'espace mais restant présente. « J'ai parlé avec Claire, commença-t-il. »« Comment ça s'est passé ?» demanda doucement Émilie. Jacques prit un moment pour rassembler ses pensées. « Elle a tout avoué. Tout. Elle a intercepté tes appels, caché tes lettres, filtré tes emails. Pendant 3 ans. » Émilie ne montra aucune surprise, juste une acceptation calme, comme si elle entendait la confirmation de quelque chose qu'elle savait déjà. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, bien que son ton suggérât qu'elle soupçonnait déjà la réponse. « Elle a dit que je devais me concentrer sur l'entreprise. Que tu serais une distraction. » Jacques fit une pause, puis ajouta, « Et elle a admis qu'elle avait toujours eu des sentiments pour moi. Qu'elle était en compétition avec toi, d'une certaine manière. » Émilie hocha lentement la tête. « Yes, savais. » Pas jusqu'où elle était allée, mais pour ses sentiments. C'était évident dans sa façon de me regarder, sa façon de parler de toi. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?»« Je l'ai fait. Plusieurs fois, » répondit Émilie sans accusation, constatant simplement un fait. « Tu as toujours balayé ça comme si j'exagérais. Tu disais qu'elle était juste efficace, dévouée. » Jacques ferma les yeux, se souvenant. C'était vrai. Émilie en avait parlé plus d'une fois, mais il ne l'avait jamais prise au sérieux. « Je l'ai licenciée, dit-il finalement. Evidement. Ça n'a pas dû être facile, nota Émilie. 10 ans ensemble. » Jacques la regarda, une fois de plus frappé par sa capacité d'empathie, même envers quelqu'un qui avait causé tant de mal. « Elle a détruit notre chance d'être une famille dès le début. M'a caché mes filles. Comment peux-tu ne pas me détester pour ça, Émilie? Pour avoir été si aveugle ?» Émilie s'assit à table, lui faisant enfin face. « J'ai essayé de te détester au début, » admit-elle. « C'était plus facile de croire que tu savais pour les filles et que tu t'en fichais simplement. Plus facile que d'admettre que peut-être, tu ne savais vraiment pas. Pourquoi? Parce que si tu ne savais pas, ça signifiait que j'avais passé 3 ans seul inutilement. Que toutes ces nuits blanches, tous ces emplois temporaires, tous ces appartements délabrés. » Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration. Tout cela aurait pu être différent. Jacques sentit le poids de ces mots. Le poids de tous les « et si » qui ne pourraient jamais trouver de réponse. « Mais j'ai réalisé quelque chose, » continua Émilie. « Quand je t'ai vu avec les filles. Quand j'ai vu l'homme que tu deviens maintenant. » Quoi? Que peut-être nous avions besoin de ces 3 années séparées. J'avais besoin de trouver ma propre force. Et tu avais besoin d'apprendre à vraiment voir ce qui compte. Jacques encaissa ces mots, sentant leur vérité résonner profondément. Je savais pour Claire, ajouta doucement Émilie. Mais tu avais besoin de le découvrir par toi-même. Il y avait une sagesse dans ces paroles qui toucha Jacques d'une manière qu'il n'avait pas attendue. Émilie ne se contentait pas de lui pardonner, elle reconnaissait la valeur des parcours individuels qu'ils avaient tous deux empruntés. Je suis tellement désolé, dit Jacques. Simple, mais chargé de sens. Pour tout. Pour avoir été aveugle. Pour avoir été absent. Pour avoir laissé le travail nous éclipser. Émilie hocha la tête, acceptant ses excuses sans les diminuer. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle après un moment. La question resta en suspens entre eux. Un carrefour. Un moment de choix. « Je ne veux plus réparer le passé, » répondit finalement Jacques, choisissant ses mots avec soin. « Je veux prendre soin de ce que nous avons maintenant. » Ce n'était pas un plaidoyer pour reprendre leur mariage, pour prétendre que les années intermédiaires n'avaient jamais eu lieu. C'était une proposition différente, honorer le présent dans toute sa complexité. « Les filles ont besoin de nous deux, » continua-t-il. « De différentes manières, mais complémentaires. » « Oui, » acquiesça Émilie. « Elles en ont besoin. » « Et moi » Jacques hésita, puis décida d'être complètement honnête. « J'ai besoin de vous 3. Je n'ai pas besoin qu'on revienne à ce que nous étions. J'ai juste besoin d'être là. Pour elle. Pour toi. Si tu me laisses faire. »
Émilie ne répondit pas immédiatement. Son regard dériva vers la fenêtre où les filles jouaient toujours dehors, inconscientes de la conversation qui façonnait leur avenir. Puis, dans un geste simple mais profondément significatif, elle tendit la main sur la table et prit celle de Jacques. Elle ne parla pas. Elle ne lâcha pas non plus. C'était une réponse suffisante. Pour l'instant. L'automne avançait, apportant des jours plus courts et des brises plus fraîches. Des feuilles dorées tombaient dans la petite cour arrière, créant un tapis naturel qui ravissait les filles. Sophie courait en cercle, faisant tourbillonner les feuilles autour d'elle. Grace, plus méthodique, collectionnait les plus jolies pour les presser entre les pages de ses livres préférés. La routine dans la maison trouvait progressivement son rythme. Jacques commença à passer plus de nuits là qu'à son propre appartement. Pas dans la chambre d'Émilie. Il dormait sur le canapé ou dans la chambre d'amis quand elle fut organisée. Ils n'en avaient pas discuté explicitement. C'était une évolution naturelle, une nouvelle normalité respectant leur rythme à tous les deux. Au travail, Jacques avait complètement réorganisé sa structure. Il déléguait plus de responsabilités, réduisait ses heures, se présentait principalement pour les réunions vraiment importantes, ignorant celles qui n'étaient que des flatteries d'ego. Son assistante temporaire, une femme plus âgée nommée Margaret, était efficace sans être intrusive, professionnelle sans être possessive. Un changement rafraîchissant. À la maison, et il avait commencé à y penser comme chez lui, il trouvait un nouveau rythme avec les filles. Sophie courait maintenant dans ses bras quand il arrivait. Grace, bien que plus réservée, cherchait son attention de manière plus subtile, lui montrant ses dessins, lui apportant des livres à lire ensemble. Un vendredi, Jacques décida de préparer le dîner. Ce n'était pas son point fort. En fait, pendant leur mariage, il avait à peine mis les pieds dans la cuisine, sauf pour attraper quelque chose dans le frigo. Il se souvint des innombrables fois où il était rentré tard pour trouver le dîner qui attendait et Émilie déjà endormie. Combien de repas silencieux, combien d'occasions manquées de se connecter. Maintenant, cependant, il était déterminé à essayer. Manches retroussées et portant un tablier emprunté, il tentait de déchiffrer une recette de spaghettis qui semblait assez simple. Du moins en théorie. Les filles s'étaient installées par terre dans la cuisine, coloriant avec des crayons pendant qu'il cuisinait. Sophie narrait une histoire élaborée sur des princesses astronautes, que Grace illustrait avec des lignes soignées. « Papa, ça brûle », signala Sophie en reniflant l'odeur suspecte qui commençait à remplir la pièce. Jacques se précipita vers la cuisinière où la sauce débordait. « Tout est sous contrôle », mentit-il en baissant le feu et en essayant de sauver ce qu'il pouvait. Grace observait avec des yeux perçants mais ne dit rien. Elle continua simplement à dessiner, dépeignant maintenant Jacques dans la cuisine, entouré de nuages de fumée. La précision de son observation était impressionnante et légèrement embarrassante. « Je crois qu'il faut plus d'assaisonnement », murmura Jacques pour lui-même, examinant une sauce qui réussissait à être à la fois brûlée et fade. Un exploit culinaire. « Maman met des feuilles vertes », proposa Grace sans lever les yeux de son dessin. « Des feuilles vertes, c'est ça. » Jacques balaya le comptoir du regard, repérant un bouquet de basilic qu'il avait acheté plus tôt. « Ça devrait faire l'affaire. » Il en ajouta une généreuse poignée dans la poêle, espérant masquer le goût de brûlé. Émilie arriva juste à ce moment-là, revenant de la bibliothèque. Elle s'arrêta à la porte de la cuisine, observant la scène, Jacques affairé au milieu des casseroles, les filles étalées sur le sol avec leurs dessins, la table mise un peu au hasard. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, un sourire se formant sur ses lèvres malgré elle. « On fait à dîner », annonça Sophie en se levant d'un bond pour serrer sa mère dans ses bras. « Papa brûle la sauce », ajouta Grace avec son honnêteté caractéristique. Jacques se retourna, une tache de sauce tomate sur sa chemise, arborant une expression mi-embarrassée, mi-fière. « Bienvenue au chaos. » Émilie posa son sac sur une chaise et s'approcha de la cuisinière. Jacques s'écarta, la laissant inspecter les dégâts. Elle prit une cuillère, goûta la sauce et fit une grimace. « Tu es toujours un cuisinier épouvantable. » Jacques gloussa, pas offensé. « Mais elles adorent ça, dit-il en faisant un signe de tête vers les filles qui regardaient avec intérêt. Émilie regarda des filles à Jacques, puis à l'effort sincère qu'elle voyait dans la cuisine en désordre. « Peut-être qu'il est temps d'apprendre ensemble, suggéra-t-elle en attrapant un autre tablier. Il y avait quelque chose dans ces mots qui allait au-delà de la cuisine. Une invitation plus large. Une porte légèrement entr'ouverte. Ils travaillèrent côte à côte, Émilie sauvant ce qu'elle pouvait de la sauce, Jacques suivant ses instructions avec une concentration qu'il n'avait jamais consacrée aux tâches domestiques auparavant.
Les filles continuaient à dessiner, demandant occasionnellement à aider et faisant un désordre encore plus grand. Mais une expérience plus riche. Sophie insista pour ajouter plus de fromage que n'importe quelle pâte ne pourrait en supporter. Grace coupa soigneusement des feuilles de basilic en morceaux parfaitement symétriques. Jacques observa sa précision, étonné qu'une si petite enfant puisse être si méticuleuse. « Elle tient ça de toi », murmura Émilie, remarquant son regard. « De moi ?» Cette attention aux détails. Ce besoin de faire les choses juste comme il faut. Tu l'appliquais aux affaires. Elle l'applique à tout. Jacques traita cela, voyant sa fille sous un nouveau jour, reconnaissant une partie de lui-même qu'il n'avait jamais remarquée en elle auparavant. Quand ils s'assirent enfin pour manger, le résultat était loin d'être parfait. Les pâtes étaient trop cuites, la sauce trop acide malgré les tentatives héroïques d'Émilie. Mais personne ne semblait s'en soucier. Pour un premier dîner de famille, ce n'est pas si mal, remarqua Émilie en enroulant des spaghettis autour de sa fourchette. Famille. Le mot ne passa inaperçu pour aucun d'eux. Jacques la regarda, puis les filles, ressentant une vague de clarté qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des années. « Je t'ai laissé tomber, Émilie, dit-il doucement mais fermement. Mais je ne les laisserai pas tomber. » Il fit une pause, rassemblant son courage. « Et si tu me laisses entrer, je ne te laisserai plus jamais tomber non plus. » Ce n'était pas une demande en mariage, ni un grand geste romantique. C'était une promesse simple, honnête. Née non pas d'illusions de contes de fées, mais de leçons durement apprises. Émilie ne répondit pas immédiatement. Son regard dériva sur chacun d'eux, Sophie avec de la sauce tomate sur le menton, Grace coupant méticuleusement ses spaghettis, Jacques attendant avec une vulnérabilité que l'ancien Jacques Miller n'aurait jamais montrée. Puis elle sourit. Pas seulement avec ses lèvres, mais avec son cœur. Un sourire que Jacques reconnut, parce qu'il avait appris à vraiment voir. Plus de sauce, s'il vous plaît. Sophie brisa le moment, son urgence enfantine s'immisçant. Et ainsi le dîner continua, rempli de rires sur la nourriture partiellement brûlée, des histoires des filles sur leur journée et des projets pour le week-end. Grace renversa du jus sur la nouvelle nappe. Sophie réussit à mettre des spaghettis dans ses cheveux. Jacques raconta de terribles blagues qui, d'une manière ou d'une autre, firent rire tout le monde. Ce n'était pas la perfection. C'était mieux. Du vrai. De l'amour avec toutes ses imperfections, ses tentatives et ses petites victoires. Une nouvelle famille construite non pas sur des illusions ou des attentes, mais sur la vérité, sur des choix quotidiens conscients d'être là, de vraiment se voir les uns les autres. Plus tard cette nuit-là, après que les filles furent couchées, Jacques et Émilie s'assirent sur le porche, comme ils l'avaient fait de nombreuses nuits auparavant. Mais quelque chose semblait différent. Un nouveau départ flottait dans l'air entre eux, non dit mais palpable. « Penses-tu que les filles sont heureuses ?» demanda Jacques, levant les yeux vers les étoiles. « Tu ne le vois pas ?» répondit Émilie. « Elles s'épanouissent. Sophie parle de toi tout le temps. Et Grace, elle n'a jamais autant dessiné que maintenant. » Jacques hocha la tête, ressentant une vague de gratitude pour la chance qui lui avait été donnée. « Et toi ?» demanda-t-il en se tournant vers elle. « Esto heureuse, Émilie ?» Elle pesa la question, lui accordant l'importance qu'elle méritait. « Je suis en paix, répondit-elle finalement. Plus que je ne l'ai été depuis longtemps. »« La paix, c'est bien, acquiesça Jacques. C'est un début. »« Un début, répéta Émilie en savourant les mots. Leurs mains se trouvèrent dans l'espace entre les chaises. Un geste simple. Un pont. Un choix. Recommencer ne signifiait pas revenir à ce qu'ils étaient. Cela signifiait construire quelque chose de nouveau. Où personne n'avait à être parfait. Juste présent. Choisir de rester, chaque jour. Pas par obligation, pas par défaut. Mais par amour. Réel, imparfait, vrai. Sous les étoiles, sans grande déclaration ni geste dramatique, une famille devint entière. Pas la famille qu'ils auraient pu être il y a 3 ans. Mais la famille qu'ils devaient être maintenant. Plus forte à cause du voyage. Plus sage à cause des cicatrices. Une nouvelle famille construite sur la vérité. Parfois, recommencer, ce n'est pas revenir en arrière. C'est créer quelque chose de nouveau. Où personne n'a à être parfait. Juste présent. Parce que l'amour n'a pas besoin de promesses. Il a besoin de gens qui choisissent de rester. Chaque jour. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.